Bonjour Mickaël, bonjour Stéphane, Bonjour Thomas, bonjour Stéphane. Salut Mickaël, salut Thomas. bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel échange, une nouvelle interview dans les Explorateurs. Et aujourd'hui, on reçoit comme invité Mickaël Bosco. Donc je vais te présenter Mickaël, tu es originaire de Marseille. Tu as fait la plus grande partie de tes études entre la région sud et les États-Unis. Tu as aujourd'hui un doctorat que tu as obtenu en 2014, notamment sur la thématique des instabilités hydrodynamiques. Donc tu nous en parleras un peu plus après. Dont l'exemple le plus connu, c'est tout ce qui va être les phénomènes de génération de tsunamis. Tu as eu un prix du meilleur jeune chercheur en 2012 lors d'une conférence internationale en Chine à Pékin. Et en parallèle de ça, en termes d'activité personnelle, tu fais ou tu as fait de la danse latine à haut niveau pendant de nombreuses années. Et tu as de nombreuses passions comme le cinéma, la musique et les voyages. Et aujourd'hui, tu diriges un campus, tu es sur un campus d'une école d'ingénieurs sur Aix-en-Provence. Et cette école, elle forme des ingénieurs dans les domaines d'environnement et de numérique, et notamment une partie IA qui sera très enrichissante. Et du coup, cette école, elle participe notamment aux gros besoins de recrutement en ingénieurs en France. Est-ce que Très bon tu vois, résumé, ouais, tout est-ce à que tu fait. vois autre chose à ajouter, Mickaël? Non, c'est parfait comme ça. Mickaël, merci Thomas pour cette introduction. Bienvenue Mickaël du coup dans cette interview. Je te pose la question qu'on pose à toutes les personnes qu'on interviewe dans ce podcast. La première en tout cas. Si on devait faire un film de ta vie, qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir de toi? Intéressant. Alors, effectivement, un film de ma vie, ça doit dire qu'il faudrait connaître plusieurs étapes de ma vie, donc pas en partant de mon enfance jusqu'à où je suis actuellement et peut-être par la suite, effectivement, dans les années à venir. Donc, je mettrai en avant quand même une belle évolution parce qu'au niveau personnel, j'étais quelqu'un de très, très, très timide quand j'étais plus jeune, très introverti, etc. Donc, j'ai dû faire beaucoup de travail sur moi pour évoluer dans ce sens-là où je suis maintenant. Et c'était pas facile, tout simplement. Voilà, c'était quelque chose qui était assez compliqué à faire évoluer, mais j'en suis très content. Donc, une enfance effectivement heureuse, mais en même temps, voilà, pas facile non plus, car très solitaire et qui avait du mal un petit peu à se faire des amis et à parler aux autres. Et puis après, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai grandi, j'ai fait beaucoup de voyages, notamment ce qui m'a permis de pouvoir justement m'ouvrir aux autres, m'ouvrir aux différentes cultures, apprendre à communiquer, être plus à l'aise. Et puis après, effectivement, je dirais que j'ai fait un parcours zigzag qui n'était pas forcément prédestiné, hein. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas forcément envie de faire ce métier-là, mais c'est différentes opportunités qui m'ont amené justement où je suis maintenant et j'en suis très content. Ok. Beau parcours qu'on pourra détailler un petit peu plus tout au long de cet échange. Euh, j'ai pu échanger avec toi et j'ai vu que tu avais un parcours assez riche et principalement tourné sur les sciences et les technologies, l'intelligence artificielle aussi. D'où est venue cette passion pour ces différents domaines? Alors, c'est pas forcément la réponse attendue, mais à la base, moi, quand j'étais lycéen, j'étais pas très intéressé par les sciences, mais j'étais très bon en maths et en physique. C'est-à-dire, pour moi, c'est des matières qui étaient comme plus des jeux en quelque sorte, mais c'était pas des matières qui me passionnaient. À la base, moi, j'étais plus intéressé par le côté international, donc anglais, etc. Et j'avais pour objectif en fin de terminale de me dire, ben, je vais être interprète dans la société américaine en tant que le traducteur anglais-français, mais c'est mes profs de l'époque qui m'ont dit: «Ah, mais c'est dommage, tu as un très bon niveau, très bonne logique, et cetera, donc tu devrais te lancer vers les sciences, et cetera». Et c'est en écoutant ce conseil-là et en suivant effectivement mon parcours que j'ai commencé à aimer les maths. J'ai commencé à aimer la physique. Je me suis rendu compte que les maths, ben, ça sert vraiment tous les jours, hein, pas que en tant que prof de maths ou autre chose, mais ça sert dans tout ce qu'on peut rencontrer. La science physique, que ce soit la physique, la chimie, ben, voilà, avec ma thèse ou autre, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je voyais tous les jours et je ne connaissais même pas, on va dire, l'origine ou comment ça se formait ou à quoi c'était dû. Et donc, je me suis rendu compte en fait, que creuser dans ce domaine-là, ça me permettait de m'émerveiller en quelque sorte du monde qui nous entoure sur des observations qui sont toutes simples, mais qui en réalité, dans les mécanismes qui permettent d'arriver à ça, sont très complexes. Et donc voilà, j'ai pris goût à essayer de comprendre certaines choses et c'est comme ça que je me suis tourné effectivement vers les sciences et plus j'en ai fait, plus ça m'a plu, en quelque sorte. Ok. Donc c'est finalement cette curiosité de comprendre le monde et qui nous entoure qui a fait que tu t'es dirigé vers ces domaines-là. Tout à fait. Ok. Euh, Parmi les différents domaines d'expertise que tu as, c'est Hmm. lequel peut-être pas qui te passionne le plus, mais avec lequel tu ressens le plus d'affinité? Alors, très étrangement, ça va être la partie la plus théorique, c'est-à-dire les maths.
Parce qu'effectivement, pendant mon parcours, depuis que je bosse, donc depuis ma thèse, après, bah, j'ai eu différentes missions, différentes entreprises, et cetera, mais on pourra en parler par la suite. Je me suis rendu compte que le métier de prof de maths, bah, c'est un métier qui est pas forcément facile parce que, bah, les maths, c'est pas réputé comme étant fun, et cetera. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur des maths, qui ont des a priori sur tout ça, et cetera. Et moi, comme je suis passionné aussi de pédagogie active, classe inverse, et cetera, bah, chaque année, quand je me reste quelques heures de cours de maths que je fais chaque année, bah, j'essaie de tourner ça en mode pédagogie active, ludique, etc. Et les étudiants, bah, franchement, ils sont très contents. Certains se mettent à aimer les maths. Et je me dis, ça, c'est finalement une belle petite victoire. Donc, je me rends compte que voilà, j'essaie, les maths qui peuvent être très théoriques notamment, j'essaie de les démystifier un petit peu en quelque sorte, avec une approche ludique ou autre pour les étudiants, et dont certains qui étaient à un niveau très très faible, bah, les monter un petit peu plus haut. Et j'ai notamment un exemple, il y a quelques années, j'ai accueilli un étudiant de mon école qui venait d'un bac technologique, qui était très très just en termes de niveau en sciences, etc. Euh, bon, il a passé les 2 premières années d'une année à l'autre en passant des rattrapages et tout, mais et finalement, il s'est accroché, etc. Et là, il commence un doctorat qui n'est Ok. pas du tout prévu à la base. Donc je me dis finalement, avec une bonne pédagogie, on sait effectivement que notre futur à nous, bah, ça va être les étudiants de demain, etc. Donc on sait qu'on doit effectivement bien former nos jeunes. Et donc c'est cet aspect-là, je pense, qui me parle le plus. Parce que même si je fais maintenant la partie cours, enseignement, ça ne fait pas partie de mes missions actuelles, enfin principales, mais je me rends compte que ça reste un bon point positif de mon côté, et surtout une manière d'échanger avec les générations futures, mais quand je vais dans des lycées ou autres, faire des conférences, j'essaie effectivement de sensibiliser les jeunes à ça, et si on leur parle de la bonne manière, ça peut faire son petit chemin. Ok. Ah, très intéressant cet avis sur les maths, effectivement, comme tu l'as partagé. On voit les maths comme quelque chose de difficile à la base. On entend Mhm. mathématiques, on entend problème aussi. C'est ça. Problème, théorème, fraction, enfin, tout ce langage un peu des maths. Et justement, en t'écoutant, j'avais une question, c'était comment tu fais pour amener ce côté justement ludique? J'ai même presque envie d'employer un terme que t'as pas dit, mais peut-être imaginer un peu peut-être gamification des maths. Je sais pas si c'est quelque chose que tu fais aussi. Totalement, je pense que tu lis dans mes pensées, parce qu'effectivement, moi j'ai l'habitude chaque année de faire pas mal d'escape game en maths. En fait, j'essaie, si tu préfères, quand j'étais prof, hein, quand j'étais prof de maths 100%, et même maintenant quand je fais ma mission actuelle, euh, je me sers en fait de mon vécu en tant qu'étudiant ou en tant que salarié pour être la personne que j'aurais aimé qu'on me forme. C'est-à-dire, par exemple, j'essaie d'être le prof de maths que j'aurais aimé avoir. Donc, je me suis servi des bonnes expériences, des mauvaises expériences, pareil, etc. Là, maintenant, comme je manage différentes personnes, etc., je me sers de mes précédentes expériences où je manageais pas, mais j'étais managé spécifiquement. Voilà, j'ai retenu les bons tips, des tips que j'aimais pas du tout, etc. Et j'essaie vraiment justement voilà, d'être la personne que j'aurais aimé qu'on soit avec moi. Et donc les maths notamment, je fais chaque année pas mal d'escape game en maths. Et en disant, je suis en école d'ingé, hein, je dis escape game en maths, en école d'ingé, c'est pas commun. Parce qu'effectivement, on pense souvent à ça, peut-être à l'école primaire ou autre, mais non, non, avec des notions très spécifiques et très poussées, je dirais, scientifiquement. La gamification permet vraiment d'avoir une approche cohérente et en adéquation avec les besoins de nos futurs ingénieurs notamment. Ok. Ah, je trouve ça super intéressant ce côté gamification parce que c'est vrai que par, euh, par expérience avec Thomas, comme on est tous les deux dans le coaching, c'est vrai que quand on apporte du jeu dans le coaching, bah, parfois il y a des réponses qui émergent de manière différente. Et donne-nous un exemple de quelque chose que tu as réussi à, un théorème de maths ou peut-être un problème de maths ou quelque chose que tu as réussi à gamifier justement pour que les personnes qui nous écoutent puissent comprendre un petit peu la vision que toi t'en as et comment tu le mets en place. Je vais avoir plutôt une vision plus macroscopique, c'est-à-dire en termes de chapitre ou autre, mais par exemple, moi j'ai découvert, ça fait quoi, ça va faire 5, 6, 7, 8 ans maintenant que je fais la gamification en maths. Au début, je commençais par exemple pour les étudiants qui sortaient de terminale. Et donc, du coup, moi, je voulais, quand ils arrivent en première année au sein d'une classe prépa, avoir une connaissance un petit peu de leurs différents niveaux, quand on sait que les niveaux sont très hétérogènes en fonction des lycées, des spécialités, etc. Et donc, ce que je commence à faire, c'est utiliser des outils numériques. Et donc, bon, notamment, bien sûr, il y a Kahoot, hein, qui est un petit outil sur téléphone, où c'est des quiz, etc., interactifs, avec tout le côté, effectivement, musique ou autre. Mais moi, ça me permettait à moi d'avoir une visibilité de leur niveau d'entrée. Et un autre outil que j'aimais bien, ça s'appelle Play Fractile. Et en gros, c'est basé sur Jeopardy. C'est un jeu américain, vous savez, où c'est qu'il y a différentes catégories, différentes questions et différents points qu'on peut avoir. Donc moi, ce que je faisais, c'est qu'en début d'année, je mets en place ma première session d'1h30. C'est justement là où je vais regarder un petit peu
toutes les connaissances que doivent avoir mes étudiants en sortant du lycée. Donc, je les mets par groupe de 3 à 5 étudiants. Ils sont rangés dans des différents îlots et ils vont avoir, ben, par exemple, il va y avoir une colonne sur la partie les fonctions, une colonne qui va concerner les probas, une colonne qui va concerner la géométrie, etc., avec différents points. Une question à 100 points, 200 points, 300 points, jusqu'à 500 points. Bien sûr, les questions plus de points, bah, elles sont plus difficiles. Et donc, les étudiants, à chaque fois, 2 minutes pour résoudre ce problème-là. Et bien sûr, s'ils font juste, ils gagnent les points, mais si jamais ils font faux, ils perdent les points. Donc, c'est toute une stratégie à mettre en place. Donc, cette partie-là que je fais notamment en début d'année. Et sinon, pour conclure mon semestre, parce qu'effectivement, quand on est dans le supérieur, on fonctionne des enseignements par semestre, j'ai en tout 4 gros chapitres sur tout ce qui est l'analyse fonctionnelle. Et donc, en gros, ben, je fais un bilan, au lieu de faire un partiel final, je fais un escape game géant dans tout un bâtiment où effectivement où il y a différentes salles. Dans chaque salle, il y a des épreuves, etc., en lien avec bien sûr ce qui a été vu. Et là, c'est vraiment une approche macro sur tout ce qui a été vu durant le semestre dans la matière. Ok. Moi, je trouve l'idée géniale. Mm. Je pense que si ce que tu fais était proposé peut-être dans plus de peut-être collège ou lycée, euh, la vision des mathématiques changerait certainement drastiquement pour beaucoup d'élèves. Ah ben, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je m'étais approprié un jeu. Vous connaissez le jeu qui est quand on est petit, là, le jeu qui Mm. est, etc. Et j'avais fait ça avec les mathématiciens connus. Je voulais avoir une vision en deuxième année. Je faisais un cours il y a quelques années d'épistémologie, enfin, histoire des sciences, etc. Et je voulais avoir une vision un petit peu si ils savaient. Donc, j'avais pris un vrai jeu qui est. J'avais moi-même remplacé les cartes par des mathématiciens, des physiciens, etc. Et je m'étais amusé sur ça. Aussi, voilà, pour voir un petit peu la connaissance qu'ils avaient, je me suis rendu compte que finalement, ben oui, l'histoire des sciences était nécessaire parce que ça se perd et c'est plus trop fait au niveau de l'enseignement dans les lycées et collèges aussi. Donc c'est un autre exemple, mais ça c'est plus sur une séance comme ça, où j'avais envie de détourner le jeu qui est sans en gros découvrir les principaux scientifiques en gros de l'histoire. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, j'imagine que le niveau aussi de rétention, parce qu'il y a l'attrait sur le moment, mais à mon avis, en termes de rétention, je pense qu'ils ont, enfin, de mémorisation, ça va être beaucoup plus efficace que si c'était du très descendant classique avec un PowerPoint et puis je vous donne ça, quoi. Totalement. Bah, par exemple, j'avais par exemple, pendant 2 ans, j'assurais cette matière dans 2 groupes, donc 2 groupes séparés. Il y avait justement, comme je faisais un petit peu de recherche sur la partie pédagogie, etc., et j'avais fait justement cette approche ludique avec un groupe, et avec l'autre groupe, je faisais plus la méthode classique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 30% d'écart dans la moyenne d'un semestre. Et bien sûr, 30% en plus pour la partie ludique. Donc oui, effectivement, c'est un excellent moyen de mémoriser plus facilement, plus rapidement et surtout avec entrain. Les étudiants arrivent, je ne vais pas dire qu'ils sont heureux d'être en cours de maths, mais on va dire qu'ils sont un peu plus motivés, en quelque sorte. Et qu'est-ce qui t'a amené à ce côté ludique? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à ta personnalité? Est-ce que tu es un ancien joueur, par exemple, de jeux vidéo, de jeux de société? Ou c'est quelque chose que tu as vécu, tu t'es dit, tiens, je vais le refaire, c'est quelque chose qui m'a parlé. Alors, ben, en fait, quand j'étais en doctorat, j'ai fait une partie de mon doctorat, donc une partie sur Marseille, une partie aux USA. Et donc, quand on est en doctorat, on a justement, en fonction du type de bourse ministérielle, moi j'avais la bourse ministérielle, on devait assurer des heures d'enseignement. Donc, moi, j'assurais des heures dans une école d'ingénieur à côté de chez moi. Et mon enseignant référent, hein, c'était un de mes anciens enseignants que j'avais à la fac. C'était de la physique, donc j'appliquais sa physique. Et en fait, lui, il s'était lancé dedans quelques années avant, dans la pédagogie inversée, etc. Et donc, moi, en tant que jeune enseignant dans le supérieur, mes premiers cours dans le supérieur que j'ai fait, c'était la pédagogie inversée. Et je me suis rendu compte, moi, que ça me plaisait bien. Je compare avec les cours que j'avais eu à l'époque et je me rendais compte ben, que c'était 100 fois mieux comme ça. Les étudiants captaient beaucoup plus. Et donc, je me suis dit, ah ben, je vais creuser. Et c'est après que je suis allé vers la gamification. Mais ça a d'abord commencé avec la pédagogie inversée, etc. Et je me suis compte que ça marchait tellement bien que j'allais l'exporter en maths. Et tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est la pédagogie inversée? Parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse, donc Alors, en fait, la pédagogie classique, ce qu'on appelle la pédagogie classique, c'est plutôt la pédagogie descendante. Ça veut dire que ça va être le moment où c'est qu'un enseignant, il va avoir une salle entière, par exemple, d'étudiants, et il va faire descendre son savoir. Par exemple, il va faire, aujourd'hui, je vais vous faire par exemple, on va aborder la thématique, je dis n'importe quoi, des fonctions. C'est l'enseignant, le sachant, et les étudiants, en quelque sorte, ils sont juste là pour prendre des notes, poser des questions, faire des exercices, et avec eux, une approche, en quelque sorte, un peu passive.
L'idée de la pédagogie inversée, ça va être de rentabiliser le temps en classe pour permettre de plus en plus d'interactions. Donc ça veut dire qu'il y a une part pour pouvoir le rentabiliser, il y a une partie qui doit être faite en amont. Donc c'est-à-dire qu'un enseignant qui se lance là-dedans, bien sûr, il a la préparation la première année, mais surtout, c'est important qu'il entraîne les étudiants dans ce monde-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je commence ma session de cours en tout début d'année, je leur précise le contexte. Je leur dis, ben voilà, moi je fonctionne en classe inversée, etc. Donc je leur donne différents éléments que je vais vous citer après, parce qu'il faut absolument qu'ils adhèrent. Parce que s'ils n'adhèrent pas à ça, ça va être très compliqué. Et donc, en gros, comment ça se passe? Par exemple, je dis, on prend la semaine prochaine, je commence un nouveau chapitre. Ben, la semaine d'avant, je vais donner aux étudiants un petit résumé de cours, au lieu de faire un document de 100 pages, etc. J'essaie de résumer moi ce que j'aurais aimé avoir comme résumé. Je leur dis, mais écoutez, voilà, vous avez ce résumé-là, tous ces éléments sont à votre portée, donc je vous demande d'ici la semaine prochaine de travailler un petit peu chez vous, et comme ça, si vous avez des questions, on le fera ensemble. Ensuite, donc ça c'est avant la séance. La séance, par exemple, dure 1 h 30. Quand ils arrivent en début de créneau, je me garde 5 à 10 minutes pour faire un petit test. Donc j'utilise par exemple le Kahoot, où par exemple je mets 5 questions rapides, je vois les étudiants y répondre, et comme ça me donne une idée de ce qu'ils ont, déjà s'ils ont fait de boulot, s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, ou des choses qu'ils ont tout compris. En fonction des résultats qui sont en direct, je fais un petit rappel de cours, un petit résumé, et après, en quelque sorte, il me reste une bonne heure, 1 h 10, où là, effectivement, on va faire de l'approfondissement. Donc, je vais les mettre par petits groupes, donc par type de 4 ou 5. On va fonctionner en séance de travaux pratiques, travaux dirigés. Et donc, chaque groupe a un petit tableau blanc. Ils ont effectivement chacun un rôle. Donc, par exemple, il y a plein d'exos à faire. Ben, un va être le script, l'autre va être la personne qui va gérer son temps, etc. Ils m'appellent, moi, en tant qu'enseignant, pour voir, ben, je vais entre chaque groupe d'étudiants pour corriger, etc. Et après, enfin, on fait un bilan. Et en fait, ce qui est important, c'est que dans la pédagogie active, l'enseignant, c'est pas un enseignant, mais c'est un tuteur en quelque sorte. Il est là pour tutorer les étudiants, mais c'est eux qui sont actifs plus que tout. Et nous, on est juste là à vérifier. Et donc, c'est ce changement de posture où on met vraiment l'étudiant au centre de la pédagogie qui peut justement les impliquer encore plus, les motiver, leur permettre de, justement, comme ils sont un peu plus en autonomie, mais bien sûr contrôlés, ils vont se poser plus de questions, donc les informations vont rester bien sûr un peu plus longtemps, et surtout, ils vont mieux comprendre et avoir plus envie de comprendre. Donc voilà un petit peu le mode de fonctionnement de ce qu'on appelle la pédagogie active, que moi j'applique, mais qui peut effectivement varier en fonction des différents enseignants, des différentes disciplines, etc. Ouais, mais merci, c'est très clair, ouais, Michael. Je trouve que, et tu me diras toi, Stéphane, mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai le sentiment, enfin moi, dans mon parcours, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des choses comme ça. C'est vrai que ça prenait les gamifications. Moi, j'ai eu un parcours dans le management, projet marketing, etc. Je me souviens d'une simulation d'un gars qui avait un outil de création d'entreprise. Et en fait, on devait prendre des décisions d'investissement, de choses comme ça. Ça durait sur une semaine. On était en petit Ok. groupe. Et c'est marrant parce que pourtant, on était libre, on n'était pas dans la salle, c'est pas du descendant. Mais on Mhm. était très entraînés dedans parce qu'en fait, c'était le côté jeu, voilà. Et on n'avait pas l'impression de subir, entre guillemets, hein, un cours. C'est Voilà. ça, tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve qu'aujourd'hui, alors est-ce que, peut-être que tu me le diras sur les jeunes générations, parce qu'effectivement, il y a quand même maintenant des changements qui sont faits, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette posture de sachant, c'est vraiment une posture qui est compliquée, de plus en plus Tout à en tout fait. cas, et peut-être du coup avec l'IA. C'est quoi ta vision de la posture aujourd'hui d'un formateur là dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans, un enseignant? Alors, justement, d'une part, les besoins changent, les besoins évoluent, mais d'autre part aussi, il y a l'IA qui s'ajoute, donc il faut prendre un petit peu tout ça pour faire le bon cocktail, en quelque sorte. D'une part, effectivement, les besoins des entreprises évoluent. Comme par exemple, là, nous, au niveau des ingénieurs, bon, on manque de beaucoup d'ingénieurs en France. Il faut savoir que peut-être, voilà, je peux expliquer pourquoi justement ça, parce que ça c'est encore plus important, on en parle dans toutes les écoles d'ingénieurs, c'est que on se rend compte chaque année qu'il manque de plus en plus d'ingénieurs. En moyenne, les besoins en France seraient de recruter actuellement en 2026 20 000 ingénieurs par an supplémentaires chaque année. C'est-à-dire que pour répondre à tous les besoins des entreprises, il faudrait recruter 1 000 ingénieurs en plus chaque année. Dans la région sud, les besoins sont estimés à 1 000 ingénieurs par an, manquant également. Et donc, au niveau des ingénieurs, donc un ingénieur, c'est quoi? À la base, c'est une personne, alors il y a une définition très complexe qui existe, mais en gros, un ingénieur, c'est une personne qui va posséder 3 compétences. La première, ça va être bien sûr la partie logique, scientifique, puisque quand un jeune ingénieur est recruté dans une entreprise, c'est pour pouvoir répondre à une problématique et donc apporter son raisonnement. Deuxième compétence, ça va être le côté expertise. Par exemple, ça va être un ingénieur en IA, un ingénieur en cybersécurité, un ingénieur en environnement, un ingénieur en chimie. Donc une expertise. Et la troisième compétence, ça va être tout ce qui est lié avec les humanités, le management, parce qu'effectivement, il va travailler en projet 90% du temps, manager des équipes, etc. Et donc, sachant ça,
En école d'ingénieur, par exemple, on ne peut pas se permettre de me faire des cours classiques, lambda, etc., très descendants, puisque ce n'est pas ce qui est attendu au niveau des entreprises. Les entreprises attendent des ingénieurs qui vont posséder de différentes soft skills, qui vont être à l'aise dans la communication, la gestion de projet, l'utilisation des outils numériques, parce qu'on est dans ce monde actuellement de plus en plus digitalisé. Donc, avoir des connaissances en cyber, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'attaques, hein, dans tous les pays, etc. On voit pas mal d'attaques cyber, etc. Euh, Être aussi sensibilisé, par exemple, aux différentes normes environnementales. De nombreuses entreprises attendent ça. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire un cours classique comme ça, avoir un formateur qui va dire je vais descendre mon cours, etc. L'idée, ça va être de pouvoir permettre aux étudiants de développer ces compétences, à la fois savoir-faire, mais aussi savoir-être, durant ces cours. Donc, c'est important, sachant qu'en plus l'IA est encore plus présent, on en voit de partout maintenant des formateurs IA, en quelque sorte des agents IA qui existent, etc. Donc, la plus-value d'un être humain, ça va être de savoir en quelque sorte, d'avoir les compétences bien sûr initiales, techniques, de connaître un petit peu justement ce que l'IA peut emporter, car il faut voir l'IA vraiment comme une aide, mais pas comme un remplacement. Hein. On trouve souvent en ce moment ça, oui, l'IA va tous nous remplacer. Non, 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 elle va faire évoluer certains métiers, elle va augmenter la productivité d'autres métiers. Donc c'est important qu'un formateur actuellement, il puisse utiliser l'IA. Il y a aussi la conscience que nos étudiants utilisent tous l'IA. Il faut justement leur permettre de faire cela, mais d'une manière éthique notamment, en se posant toutes les questions liées à la déontologie ou autre. Donc je dirais, un formateur actuel, pour qu'il puisse être performant dans l'enseignement, il doit bien sûr garder les compétences qu'il avait, être ouvert notamment à l'IA, mais aussi avoir conscience qu'on doit former, peu importe la matière qu'il va enseigner, un étudiant avec des compétences, savoir-être, savoir-faire, et donc justement, et se faire aider de l'IA pour pouvoir amplifier et augmenter sa productivité. Quelque chose. Ok, et merci pour ces explications. Et du coup, c'est quoi pour toi une bonne manière éthique, justement, de se servir de l'intelligence artificielle? Parce que comme tu dis, on voit de tout un peu partout. Là, en plus, avec le contexte actuel, pour les personnes qui suivent l'actualité, il y a Ah oui. certaines IA qui ont signé des contrats avec les États-Unis de guerre ou autres, et d'autres qui ne l'ont pas fait. Donc, justement, quelle place prend l'éthique avec l'intelligence artificielle? Et comment savoir ce qui est éthique ou ce qui l'est pas? Alors, euh, intéressant de parler de ça, car il faut savoir qu'au niveau, par exemple, des écoles, mais aussi au niveau des entreprises, par exemple, nous, dans la région sud, je participe à un réseau qui s'appelle les Ambassadeurs de Provence, qui représente plus de 400 entreprises, notamment. Il y a beaucoup de réseaux comme ça qui se mettent à créer des chartes IA. Et donc, ces chartes IA ont pour but, justement, de pouvoir, en quelque sorte, cadrer l'usage de cela. Nous, quand on est dans une école ou autre, on a beau dire, on écrit une charte IA et un règlement des études, mais les étudiants, bah, s'ils ont envie de la suivre, ils la suivent. S'ils n'ont pas envie de la suivre, ils font comme s'ils la suivaient en essayant que ça passe inaperçu. L'idée, c'est que pour ma vision des choses, l'IA, ça doit être utilisé pas pour remplacer notre cerveau, mais vraiment comme une aide. Ça veut dire qu'effectivement, il faut savoir l'utiliser de la bonne manière. Notamment en termes de rendu, on a tous fait des stages. Avant, on faisait tous nos rapports de stage entièrement à la main, enfin à l'ordi, etc. Maintenant, 80% de nos étudiants, enfin, encore je suis gentil, dans 80%, effectivement, ils utilisent l'IA en quelque sorte, tout le temps. Donc, il faut avoir conscience de ça et notamment se dire, OK, l'IA va être utilisée, mais il faut leur apprendre aux étudiants d'utiliser de la bonne manière. Donc moi, par exemple, dans notre école, on a effectivement des cours d'éthique professionnelle, on a effectivement des cours en plus en lien justement avec la partie RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, l'idée, c'est de leur faire comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA et que l'IA est en réalité une force. Donc bien sûr, euh, l'IA aussi peut permettre de tricher quand on a une évaluation. On peut se dire en évaluation de maths, effectivement, je regarde chaque fois qu'un étudiant de net connecté, de montre connectée ou de téléphone, parce qu'on pose la question à ChatGPT ou à Claude, la réponse tombe de suite. Et donc, c'est vrai que pour être un bon ingénieur, il faut savoir effectivement qui utilise l'IA, savoir l'utiliser de la bonne manière. Les entreprises seront déjà sensibilisées à tout ça, etc. Il faut donc que ça soit vraiment une aide, mais que ce ne soit pas l'idée initiale. C'est-à-dire, par exemple, un ingénieur ou un étudiant va fournir un travail sur une thématique donnée. La démarche initiale doit venir de lui. C'est-à-dire, c'est lui qui doit commencer à réfléchir sur la thématique, etc. Et pas passer à la facilité, dire, allez, je vais demander à ChatGPT, prépare-moi un plan, non, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a, c'est plus pour l'instant, à l'heure actuelle, en tout cas, un outil de surface, en quelque sorte. Quand on fait un texte avec l'IA ou autre, il est très creux à l'intérieur, il reste très en surface. Et on arrive à se rendre compte très vite. Donc, je dirais, bien utiliser l'IA, c'est savoir effectivement d'abord impulser nous-mêmes en tant que personne la thématique qu'on veut appliquer, avec effectivement les attentes. On peut se faire aider de l'IA
pour, voilà, on a besoin de faire une recherche biographique ou autre chose, ou nous aider un petit paragraphe, on peut, mais par contre, après, il faut absolument par la suite revenir derrière, se faire aider par exemple de logiciels ou autres pour vérifier justement qu'on n'a pas fait trop d'IA et vérifier aussi après, avoir une lecture globale parce que l'IA fait aussi des erreurs au niveau de la bibliographie, mais il faut au niveau des notions utilisées, etc. Donc c'est très important d'avoir un recul et une vision après l'IA, voilà, de vérification. Donc c'est tout ça pour moi, la meilleure façon d'utiliser l'IA. Hmm. Ouais, donc si je dois résumer, c'est faire d'abord soi-même, demander éventuellement de l'aide à l'IA pour corriger ou nous apporter un supplément d'information, et après ça, retravailler pour qu'il y ait vraiment notre intelligence, nous, dans ce qu'on crée ou dans ce qu'on propose. Ouais, c'est ça. En gros, je dirais qu'effectivement, il faudrait la compréhension et l'IA, et avec ça, on devient puissant. Mais l'IA tout seul, c'est comme si on avait un château de cartes et que la base est très fragile. Ok. Et, et là, quand on est sur le sujet de l'IA, quelles sont les IA pour toi les plus, je sais pas si le bon terme c'est performantes, mais en tout cas les plus intéressantes à utiliser? Après, ça va forcément dépendre du domaine d'activité dans lequel on est, parce que chaque IA Mhm. propose quelque chose de différent. Mais tu vois, si tu dois faire peut-être un top 5 des différentes IA sur le marché de manière globale, ce serait lesquelles pour toi? Alors, effectivement, ça va vraiment dépendre, je dirais, des domaines. Au niveau de l'éducation, par exemple, on va avoir bien sûr ChatGPT qui a une place, malgré tout, voilà, la place numéro un des étudiants, hein. Moi, par exemple, Claude, j'ai découvert ça sur LinkedIn. Voilà, avant, je ne connaissais pas du tout, mais voilà, c'était Claude qui l'utilisait. Si je devais donner, par exemple, mon top 5, euh, toute, peut-être toute entreprise ou domaine confondu, je dirais d'abord peut-être, il y a Mistralia qui est très puissant, hein, je dirais même c'est en quelque sorte la référence française. C'est très utilisé au niveau des startups en France. On sait que c'est très performant et surtout, il y a un côté RGPD intéressant. Et surtout, on va avoir le côté que il y a une ouverture open source et donc une souveraineté des données. Et donc, pour moi, c'est en quelque sorte une alternative directe au numéro 2 qui est ChatGPT et qui est plus ce qu'on appelle l'OpenAI. Malgré tout, ChatGPT, je le caserai en deuxième car pour moi, il n'y a pas le côté RGPD, etc. Mais à l'heure actuelle, tout domaine confondu, c'est l'IA qui est en quelque sorte pour moi la plus utilisée. Elle est hyper polyvalente, elle peut faire des images, elle peut faire des codes, elle peut faire des textes, elle a un énorme écosystème, il y a différentes apps, hein, que ce soit sur iPhone, sur Android, etc. Et surtout, pour moi, ChatGPT, c'est l'IA qu'il faut utiliser quand on débute. Effectivement, parce que voilà, il y a les pros de l'IA, il y a ceux qui débutent, et pour moi, voilà, ChatGPT, c'est idéal pour les débutants, mais aussi pour les pros. C'est très utilisé en France, et je crois même, si je ne me trompe pas, que mondialement, c'est le leader actuellement. Le troisième, c'est le petit nouveau, moi que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, c'est Claude. J'ai découvert ça parce que j'avais participé il y a quelque temps à une masterclass sur LinkedIn et voilà, j'ai découvert ça. Et je me suis rendu compte en l'utilisant que ça reste en quelque sorte l'IA qui est, je dirais, la plus intelligente en termes de raisonnement, puisqu'elle va apporter un côté enfin, moins creux, moins surfacique en quelque sorte que ChatGPT. Donc, c'est très bien, surtout pour la partie informatique, pour les codes, etc. Et surtout pour les tâches complexes, parce que ChatGPT, malgré tout, c'est des tâches très simples. Alors, tâches complexes, il va être plus utilisé Claude. Et surtout, ça va être des réponses plus naturelles et structurées et un petit peu moins robotiques. Et par contre, à l'heure actuelle, bon, c'est fortement monté en puissance depuis 2026 et c'est en train d'être utilisé de plus en plus au niveau des entreprises. Numéro 4, je dirais peut-être Gemini. Bon, c'est l'IA, vous savez, qui est connecté à Google. Bon, il y a une très forte recherche. On peut faire aussi des textes, des images, des vidéos. On peut l'intégrer à Gmail notamment. C'est très productif. Moi qui suis plus sur Mac, etc., pas trop, voilà, je dis Google, mais sans plus. Mais voilà, je dirais l'IA, quand si on veut une IA qui est connectée à Google et à Gmail, c'est top. Et enfin, une que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, ça s'appelle, alors je ne sais plus ce que je vais peut-être le prononcer, ça s'appelle, je crois, Hugging Face. C'est l'IA qui est utilisée au niveau du développement. Par exemple, vous savez, on peut faire des sites des sites internet, etc. Les développeurs, des techniciens informatiques qui vont coder. Et donc, c'est en quelque sorte, c'est découvert comme étant l'IA des développeurs. Il y a une plateforme, bien sûr, open source, il y a différents modèles IA. C'est utilisé en recherche et développement aussi. Et surtout, là, c'est très orienté code, alors que les autres sont plus généralistes. Donc voilà, si je devais donner mon top 5, ça serait effectivement ces 5. Ok, bah, joli top 5. C'est vrai que Mistral, j'en ai entendu parler et effectivement, c'est français, donc pour le coup, autant le privilégier. Euh, Mhm. euh, c'est vrai que si on peut mettre en avant le côté local, c'est toujours, en tout cas français, c'est toujours top.
Ok. Et, et pour toi, ce serait quoi les dérives justement de l'IA? Parce que après le Nouvel An, on a vu l'IA de Twitter Grok, justement l'IA d'Elon Musk, où certains utilisateurs s'en servaient pour transformer certaines photos de certaines personnes et les mettre dans des positions voilà, pas Compromettante. compromettantes, effectivement, alors que ces personnes n'avaient rien demandé, surtout pas de consentement, et que les photos de base étaient habillées. Donc tu vois, c'est quoi, toi, les dérives que tu vois sur l'IA actuellement et peut-être dans les années qui viennent? Alors, si j'aime bien classer chaque fois en catégories. Si je devais classer les catégories de dérives que j'ai pu observer ou qu'on peut voir aux infos ou autres, je les classerais selon quatre domaines. D'abord, on va avoir peut-être pas effectivement la partie manipulation, donc notamment les deepfakes, les fake news, et cetera. Donc soit ça va être effectivement, bah, des photos compromettantes ou alors on peut voir notamment avec la guerre en ce moment, bah, des fois il y a des IA qui sont utilisées, notamment des fois les chaînes d'information se font avoir en disant: «Oui, ils mettent une photo, mais en fait cette photo, elle a été trafiquée, ça correspondait à une autre guerre par le passé», et cetera. Donc je dirais 1 la partie manipulation, qui est pour moi malgré tout, je dirais la partie la plus dangereuse parce que, effectivement quand on voit une deepfake, enfin un deepfake ou une fake news, alors c'est pas que c'est une fake news. Donc cette dérive-là qui est la plus dangereuse, car ça peut nous faire paniquer très facilement. Il n'y a pas très longtemps, bon là on voit tous malheureusement à cause de la guerre, bah, l'essence monte en flèche. Et donc, enfin, plus tard, comme à Marseille, là, enfin, dans le petit village où j'habite, dans un arrondissement de Marseille, je me suis rendu compte que là, les gens allaient en pagaille enfin, très très vite au niveau des pompes à essence parce que certains avaient demandé à ChatGPT leur avis sur, voilà, ils disaient qu'il y avait des fake news qui arrivaient sur le fait qu'il y avait pu avoir des essence d'ici 15 jours ou autre. Donc, première catégorie, ce serait manipulation. Deuxième catégorie, pour moi, ça serait, bah, c'est un peu lié, c'est ce qu'on appelle la partie en quelque sorte hallucination, c'est-à-dire c'est tout ce qui va inventer des infos, mais qui vont être fausses. Ça, malheureusement, ça arrive aussi. C'est-à-dire, par exemple, une fausse info qui est un peu liée à la manipulation, mais qui est plus sur le côté, en quelque sorte, voilà, information erronée. Le troisième point, ça va être ce que j'appelle, je vais commencer par quoi? Ouais. Ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Par exemple, tout ce qui est en lien avec les discriminations de genre, d'origine, bah, tout ce qu'on parle notamment avec la partie effectivement homme, femme, égalité, etc. Notamment aux États-Unis, on sait qu'il y a toutes de nombreuses associations qui s'insurgent actuellement sur l'utilisation de l'IA, notamment voilà, la non-équité entre les femmes et les hommes. Et enfin, et je dirais, je pense que c'est la quatrième catégorie, c'est le mélange de tout ça, ben, ça amène à une perte de contrôle. C'est-à-dire que effectivement, par exemple, euh, si par exemple, il y a une fausse idée qui arrive, qui est liée à une manipulation, hallucination, biais algorithmique, ça peut entraîner totalement des comportements inattendus de la population. Et donc, ben, par exemple, on sait qu'il y a, par exemple, dans certaines entreprises, il y a des recrutements qui sont entièrement sur l'IA. Et inconsciemment, ça a été prouvé que certaines IA vont favoriser certains types de profils que d'autres. Donc ça, je dirais, c'est de manière, voilà, de manière générale. Par contre, on peut avoir des IA qui peuvent être utilisées dans l'aspect scientifique, par exemple dans la partie maths, machine learning, etc. Et il va exister des erreurs plus sur le côté, par exemple, paramétrage de modèles. Par exemple, je donne un exemple, dans les stations Total. Les stations Total, le prix des stations est géré par différentes entreprises de data scientists dans toute la France. Et en fonction de certains codes ou autres, c'est eux qui vont en réalité impacter sur le prix de la pompe de demain à telle station-service, etc. Donc ça veut dire que si on se met à utiliser de l'IA dans les machine learning, ben, on va pouvoir malheureusement faire des erreurs au niveau du paramétrage de certains modèles, mais aussi on va pouvoir aussi optimiser en quelque sorte un petit peu ce qu'on appelle la descente de gradient, c'est-à-dire c'est l'algorithme en quelque sorte qui utilise en gros les dérivés pour entraîner une IA. En quelque sorte, ça veut dire que c'est un algorithme qui va être consacré pour justement soit lisser différents résultats en disant qu'on est tous pareils, soit au contraire augmenter les différences. Et peut-être je vais un peu trop loin là quand je prends cette thématique-là. On peut rester sur les quatre premières catégories donc je vous ai citées, qui est effectivement la partie manipulation, hallucination, biais algorithmique et perte de contrôle. Non, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, ça peut jouer. Enfin, je prends, tu parlais des fake news et des choses enfin, qui sont inventées par l'IA. Le cas concret, c'est ton papa ou ta maman qui t'envoie une vidéo de «Ah, t'as vu ça?» On le voyait un peu partout. Non, c'est de l'IA. Et c'est vrai que se pose aujourd'hui la question, enfin, et ça peut être intéressant d'avoir ton ressenti aussi sur ça. Parfois, même en ayant un œil avisé,
ça devient parfois enfin, ça devient de plus en plus compliqué pour certains contenus de déterminer ce qui sont vrais et ce qui sont faux. Est-ce que tu as des choses en particulier, toi, si tu vois une vidéo, tu te dis, oh, là c'est du faux. Euh, alors, au-delà des erreurs grossières des gens avec 10 doigts, des choses comme ça, enfin, sur une main, je veux dire, et des fois, tu as des horreurs, ça quand même, voilà, tu vois que c'est pas terrible, mais est-ce qu'il y a des choses en particulier où tu dis, là, c'est de l'IA, j'en suis sûr. Alors, effectivement, donc moi, le premier truc que j'utilise personnellement, ça va être effectivement de voir l'histoire des trucs pas logiques, genre, voilà, genre trop de mains, trop de doigts, etc. Il y a aussi, je me suis rendu compte sur sur certaines photos, il y a un côté plus jeune. C'est-à-dire que la couleur de la peau, on va dire, ça va dépendre sur des IA utilisées, etc. Mais effectivement, il y a le fait que parfois, certaines IA vont avoir effectivement un côté de visage, ou pas quand on fait des visages ou autre chose, plus dans le côté jaunâtre, etc. Donc il y a toute une explication scientifique, hein, pourquoi effectivement ça peut être effectivement jaunâtre. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Après, si par exemple je prends des visages, au niveau des visages, ce qui est important, c'est regarder les yeux. Dans un premier temps, il y a quoi? Il y a les yeux, les lèvres et en gros les contours. Je vais mettre en troisième. Les yeux, par exemple, très souvent, il y aura aucun. Enfin, les yeux seront entièrement ouverts avec de l'IA. Alors que nous, par exemple, on est d'accord, quand on parle, des fois on ferme les yeux, etc. Donc si ça peut être une vidéo ou autre, les yeux vont quasiment jamais cligner. Et il y aura aussi la pupille, elle va jamais bouger, elle va être toujours au même endroit, etc. Donc il y a le côté immobilisation de la pupille et clignement des yeux qui sera totalement immobile. Après, on a aussi les lèvres. Parfois, c'est des IA avec des vidéos, ben, c'est comme quand il y a des vidéos américaines qui sont traduites en français ou autre, il n'y a pas de synchronisation entre la bouche et la voix. Donc ça, on peut avoir ça. On peut avoir aussi, en fonction du son, ben, certains sons qui vont être très robotiques, en quelque sorte. Et après aussi, au niveau du contour, par exemple, ben, des contours qui vont être flous. Par exemple au niveau des cheveux, pas avoir tous les détails de chaque mèche, par exemple, plus une vision floue sur cette partie-là. Et c'est lié aussi pour moi la partie, en quelque sorte, éclairage, où effectivement l'éclairage va d'une certaine manière rendre la peau un peu jaune, notamment, etc. Et on n'aura pas, par exemple, comment dire, on aura une lumière constante dans toute la pièce, et pas, par exemple, une zone très éclairée ou des ombres, pas trop d'ombre. Ouais, non, c'est bien. J'ai pas pensé, tu vois, aux yeux, c'est vrai que, effectivement, mais c'est un truc qu'on regarde pas forcément. Mais c'est vrai que je te rejoins sur la. Et je crois enfin, quand tu parlais des genres, des mixités, etc., c'est toujours typé d'une certaine façon, les visages, les peaux, les choses comme ça. Tout à fait. D'ailleurs, ils avaient fait quelque chose, alors je sais plus, mais il y avait une enquête sur l'IA donnait le même style quand c'était une jeune femme de 20 ans, c'était la Ouais. même couleur de peau, etc. Enfin, on voit qu'il y a vraiment quelque chose. Enfin, Mhm. c'est pas si ouvert finalement que ça. Et ça, c'est quoi? C'est les algorithmes finalement qui expliquent ça? En fait, il faut tout simplement qu'il faut se dire, l'IA, en quelque sorte, elle n'existe pas d'elle-même. C'est nous qui l'avons créée. Donc, il faut savoir que ça vient des informations qu'on a rentrées à l'intérieur. Donc, tout simplement, ben, comme l'IA au début était très peu utilisée, on va dire très peu utilisée. Au tout début, on s'en foutait qu'il y ait par exemple un homme avec 10 doigts ou autre chose. Maintenant, on le voit de plus en plus. Donc, c'est par rapport aux informations qu'on a rentrées à l'intérieur et aux algorithmes un petit peu qu'on a utilisés qui sont perfectibles. Des fois, il peut y avoir des bugs au niveau des algorithmes ou autres. Donc, je dirais que c'est plus effectivement sur la manière dont on a codé les IA qui peuvent entraîner des problèmes. Et je me pose la question des États-Unis, parce que alors en plus du coup tu y es allé, alors c'était peut-être pas enfin l'IA n'était pas encore sortie quand tu y étais. T'as de l'info sur ce sujet, comment ça se passe aux États-Unis? Parce qu'on sait que quand tu parlais des RGPD, c'est beaucoup plus open bar sur beaucoup de sujets liés aux données. Oui, Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont plus avancés que nous, Européens, sur ce sujet-là? je peux te garantir que oui, parce que, par exemple, moi, je suis amené souvent à aller aux USA, etc. Et donc, ben, j'ai pas mal de potes qui sont dans le même domaine que moi là-bas, enfin, dans l'enseignement supérieur, dans la partie recherche ou autre. Et si je devais, en quelque sorte, essayer d'exprimer les grandes différences, je me suis rendu compte qu'au final, que ici, bah, par exemple, par exemple, ma mère, de mes parents, mes grands-parents, etc., vous leur parlez d'IA, ChatGPT ou autre, il faut comprendre, oulala, très loin de moi, etc. Ils ont le côté peur, le côté je comprends pas ce que c'est, ça m'intéresse pas, etc. Alors que là-bas, ben, la première différence, c'est que là-bas, ben, je me suis rendu compte que toutes les populations utilisaient, hein, que ce soit les enfants, même si ça peut être effectivement enfin, pas forcément la bonne idée, mais les adultes, les personnes âgées l'utilisent de plus en plus. Et on sait aussi là-bas que effectivement, ben,
Ils sont un petit peu en avance sur nous sur tout ça. Donc, notamment, je sais que par exemple, OpenAI avait intégré GPT dans Microsoft Office et Teams beaucoup plus tôt, enfin, longtemps avant nous. Aussi, il faut savoir que les entreprises américaines, elles utilisent l'IA bien, encore une fois, en amont de nous, et notamment dans le côté de la finance, santé, etc. Parce qu'effectivement, nous, on commence à l'utiliser quoi? Depuis vraiment de quoi? De moins 7-8 ans, c'est vraiment utilisé. Et encore, en certains domaines, ça peut être que 1 ou 2 ans. On voit vraiment que là-bas, tous les secteurs étaient concernés, toutes les tranches d'âge étaient concernés aussi. Donc, d'une part. Ensuite, ben, on sait que ben, là-bas, il y a toutes les grosses entreprises, que ce soit Google ou autre chose, donc ils ont intérêt à utiliser ça parce que ça renforce la productivité. Et on sait que là-bas, il y a beaucoup de data centers notamment, donc ça veut dire beaucoup de données massives à traiter. Donc, on sait que l'IA, le plus gros avantage, hein, c'était on va dire, la performance sur le traitement de données. Donc, on sait qu'effectivement, là-bas, il y a de gros data centers, donc de grosses données en quelque sorte à traiter. Alors que l'Europe, ben, on est toujours un petit peu en retard par rapport aux USA sur ça, et donc notamment, ils avaient intérêt à utiliser l'IA en avant. Et aussi, effectivement, il y a moins de contraintes légales. Comme tu disais, il n'y a pas de loi spécifique à la RGPD notamment. Et du coup, ça permet de collecter plus facilement des données, mais aussi de faire des tests à plus grande échelle, alors que nous, chaque fois, effectivement, il y a des échelles à respecter. Et, euh, et notamment moins de contraintes. Donc c'est pour ça qu'effectivement, aux USA, c'est une approche plus globale, qui est plus en lien avec effectivement les différentes tranches d'âge, mais aussi le côté innovateur de certaines entreprises et des gros domaines, des grosses quantités, en quelque sorte, de données. Et, et tu parlais des data centers qui sont en grosse quantité, justement aux États-Unis, et qui arrivent aussi en grosse quantité en Europe avec les IA qui commencent à émerger. Tu as parlé de Mistral, mais j'ai entendu parler d'une IA suisse aussi qui s'appelle Euria. Euh, et justement, quel est l'impact écologique? Parce qu'on en entend un petit peu parler, mais peut-être que toi, tu peux nous apporter des précisions aussi sur l'impact écologique que l'IA va avoir, enfin, je veux dire qu'elle a déjà, mais qu'elle va aussi avoir dans le futur. Ok. Alors, déjà, il faut savoir un truc. Et ça, c'est vrai que très souvent on le dit. C'est vrai qu'on te dit que, par exemple, de manière générale, quand on rédige un mail, etc., ben, ça n'a pas de contrainte écologique. Si, soit qu'on utilise un mail, des données, etc., même si on ne les voit pas, on sait que ça a un impact sur l'environnement. C'est ce qu'on appelle justement le numérique responsable, où effectivement, ben, il y a plusieurs bons gestes à avoir. Au niveau, il vaut mieux utiliser la 4G, le Wi-Fi, etc. Il y a pas mal de bons petits conseils à traiter sur ça. Donc déjà, se dire que le numérique, quand on l'utilise, ça a des conséquences sur l'environnement, de manière générale. Maintenant, si on réfléchit sur la partie data center, data center, qu'est-ce que c'est en quelque sorte? Je dirais c'est le cœur de l'IA. On sait à l'intérieur, data center, il y a des serveurs, il y a du stockage, il y a des hautes performances, etc. Et donc, du coup, euh, en quelque sorte, l'IA va être un moyen de pouvoir gérer ces data centers de manière efficiente. Alors que justement, si on n'utilisait pas l'IA, que c'était des vraies personnes qui travaillaient dans la data center, bah, il y aurait tout ce que ça entraîne, hein, c'est-à-dire les trajets des personnes, les émissions de gaz, etc., effet de serre ou autre. Mais de manière générale, dans un data center notamment, bah, on sait quoi? Disons qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup d'électricité. Donc ça veut dire que l'électricité qui est utilisée, elle va générer notamment bah, tout ce qui est des émissions carbone, notamment typiquement, il va y avoir parfois du charbon, du gaz, c'est très polluant. Parfois, il peut y avoir du solaire, de l'hydraulique ou de l'éolien. Bah, ça, c'est beaucoup plus propre, mais c'est très peu répandu. Et donc, j'avais vu un chiffre qui m'avait marqué, mais je crois que c'était en 2025 ou 2026. On disait qu'effectivement, soit c'était ce début d'année, soit c'était fin d'année dernière, que l'IA pourrait représenter en quelque sorte, je crois, quasiment 10% de la consommation mondiale des serveurs. C'est pour dire, il y a 7-8 ans, on passait à 0%. Maintenant, c'est de plus en plus utilisé. Data center, comme je disais, il y a beaucoup d'électricité, beaucoup de données, etc. Donc aussi, il y a tout l'aspect thermique. Il y a la partie des chaleurs, effectivement, ça va générer de la chaleur. Donc c'est pour ça que dans les data centers, il y a deux zones de refroidissement. Ça peut être quoi? Des aérations, des moulinets pour faire mettre du vent, etc. Souvent pour éviter la climatisation. Fut un temps, c'était que la clim. La clim, c'est très énergivore, donc ça coûte très très cher. Et donc justement maintenant, il y a des solutions écologiques qui existent, mais du coup, notamment, ça peut être les immersions dans de l'eau ou de l'immersion dans un refroidiment naturel par air, notamment. Donc, je dirais voilà, que les data centers, il y a un impact écologique. Et de plus en plus, sachant que l'IA maintenant est en train d'exploser, ça représente quasiment 10%. Après, sur la deuxième partie de la question qui était sur les tendances futures en quelque sorte et les solutions qu'on peut mettre en place, on parle de plus en plus de création et d'innovation de data centers dits verts.
comme je disais, on utilise des énergies renouvelables. C'est très peu répandu pour l'instant. Là, il y a des modèles qui existent. Certains sont expérimentaux, notamment aux USA, mais je crois qu'il y en a un ou deux en France, où l'idée, ce serait d'avoir 100% d'énergie renouvelable. Ces data centers verts utilisent aussi ce qu'on appelle le refroidissement, en quelque sorte intelligent, avec notamment, je vous disais tout à l'heure, l'immersion dans l'eau froide ou autre de certains data, enfin de certains blocs de data pour essayer de refroidir et éviter la surconsommation thermique. Donc, on a d'abord ces data centers verts. On a aussi peut-être, il y a pas mal de data centers qui sont en train de travailler sur ça, un travail d'optimisation de modèles, d'avoir des modèles plus efficaces, notamment en France et aux USA. Il y a pas mal de startups qui travaillent comment justement rendre des IA moins énergivores. Donc important aussi. Et aussi, que ce soit au niveau de l'Europe, mais de certains États américains, pas tous, ils sont en train de travailler sur des labels écologiques pour l'IA. Donc notamment plus en lien avec l'empreinte carbone, etc. Et donc, je dirais que pour moi, la prochaine étape dans le futur, c'est 2030 en quelque sorte. Ça serait que justement que il y a des études qui disaient que s'il y a en quelque sorte, enfin, si la croissance en IA, elle continue à ce rythme actuel, donc qui n'est pas un rythme exponentiel, mais bon, qui augmente bien, les IA, ils pourraient consommer autant qu'un pays moyen en électricité. C'est énorme. Pour un phénomène, alors c'est un phénomène de mode, mais aussi pratique, etc. Se dire que si ça continue comme ça dans quoi, 4 ans, la consommation IA pourrait représenter celle d'un pays moyen en électricité. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir d'une part rentabiliser les modèles et aussi utiliser des énergies renouvelables pour pouvoir justement essayer de baisser cette consommation dans les data centers notamment. En quelque sorte, l'IA elle est gourmande en énergie, à cause des data centers notamment, mais des innovations en quelque sorte vertes ou écologiques pourraient permettre justement de réduire un petit peu ce phénomène. Et donc l'empreinte carbone associée. Ok, ouais, effectivement, il y a un impact, mais après, la manière dont ça peut être réfléchi, cet impact peut être limité et peut-être même cette chaleur-là, tu vois, là je pense à quelque chose qui est peut-être utopique pour l'instant, mais cette chaleur-là peut servir aussi comme moyen par exemple, de chauffer des maisons alentours. Par exemple, je dis une bêtise, on met un centre de data center et on construit des habitations autour. Alors ça aura les inconvénients des ondes, peut-être du bruit, mais Ouais, ça tout aura à fait. d'autres avantages de pouvoir peut-être réduire la consommation électrique du village grâce à la chaleur propagée par les data centers. Je sais pas, c'est peut-être complètement utopique et bête, mais en tout cas, là, ce qui me vient, tu vois, je me dis une image peut-être un peu comme ça, ou comment mettre au service les data, enfin, comment utiliser Mmh, les data centers au service de la population de manière à réduire les émissions ou autre. Enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir autour de la manière mmh. dont c'est pensé, dont c'est construit, dont c'est utilisé. Tout à fait. Ça peut être possible, mais effectivement, après, il va falloir bien accompagner ça, bien le vendre aux familles qui vont être autour, parce qu'ils vont se dire data center, bruit, pollution, etc. Mais effectivement, il y a tout cet aspect-là bien en amont à anticiper. Mais si c'est bien fait, ça peut être effectivement des solutions de quelque sorte d'économie circulaire. Hmm. Mais ça me fait penser aux centrales nucléaires, les villes Oui, qui sont à proximité des centrales. Enfin là, en l'occurrence, j'en connais une à côté de Poitiers. L'eau chaude est distribuée par la centrale nucléaire. Il y a certains fluides, finalement, où la ville, du coup, ne paie pas ou peu. Parce qu'effectivement, c'est des choses qui permettent, avec tout le système de la centrale, d'avoir des économies sur ce sujet-là. Donc ouais, là, je trouve que l'idée de, de Stéphane, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais en fait, c'est comment utiliser, c'est ce que disait, c'est le terme, hein, c'est comment mettre ce système-là en place pour que ça serve finalement à la fois les populations et puis le monde, quoi. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et, et on va partir sur une partie peut-être un peu plus personnelle de ton Mhm. histoire. Tu nous as dit que tu étais parti aux États-Unis faire tes études. Pour quelle raison D'accord. être parti aux États-Unis? Alors, déjà, moi, quand j'étais plus jeune, bon, là, maintenant, je voyage encore beaucoup, mais j'ai toujours été très intéressé par le côté international. Donc, moi, enfin, en gros, je ne me voyais pas rester en France pour le travail. Finalement, quand je suis revenu, je me suis dit, non, c'est pas si mal, je vais plutôt rester en France et voyager après à l'étranger. En fait, moi, j'avais pour but d'avoir une carrière internationale dans la partie enseignement supérieur, université, etc. Donc, j'ai fait ma thèse que j'ai fait donc, pendant 3 ans et demi. J'ai fait une thèse sur une thématique qui est les instabilités hydrodynamiques. On pourra voir après si vous avez des questions, je comprends sur ça. Et donc, en gros, ces instabilités, il y en a deux catégories. Soit c'est ce qu'on appelle les instabilités, on va dire, en lien avec les liquides, donc tout avec la mer et les océans, et après la partie atmosphérique. Et donc, en fait, ma première partie de thèse, c'était de travailler tout ce qui était en lien avec les tsunamis notamment. Donc, effectivement, donc, je restais à travailler en France. Donc, j'avais un laboratoire de recherche à Marseille. Et j'étais très intéressé pour voir
ce qui se passait un petit peu au niveau atmosphérique. Et mon labo où j'ai fait ma thèse à l'époque avait un partenariat. Ils avaient envoyé un chercheur pendant 2 ans là-bas, donc à UCLA exactement, dans un laboratoire alors, ça s'appelait IPLEX, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. En gros, c'est tout ce qui était l'étude des exoplanètes, notamment, des planètes, etc. Et c'était l'approche de comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'atmosphère des planètes. Et donc, le hasard a fait que mon directeur de thèse était très pote avec l'enseignant qui était parti là-bas. Et moi, j'ai profité, je me suis dit, ben, je vais quand même demander si par hasard, il ne serait pas à la recherche là-bas d'un jeune qui est en thèse pour continuer ses recherches. Là, moi, j'ai quasiment fini ma partie sur les tsunamis. Il me reste encore un an et quelques. Et je me dis, bah, je vais échanger avec l'université en question, puis si elle est à Los Angeles, c'est une très très belle université, voir ce qu'il en est. Donc je leur ai proposé un petit projet, parce que moi, ce que j'adorais quand j'étais petit, c'était l'astrophysique. J'ai toujours passionné d'astrophysique, mais malheureusement, dans l'astrophysique, il n'y a pas trop de jobs en sortie d'école, en sortie de doctorat, etc. Alors qu'on me dit dans la mécanique des fluides, qui est le domaine où j'ai fait ma thèse, il y avait pas mal de jobs par la suite, car effectivement, besoin des entreprises, etc. Et en réalité, ben, la mécanique des fluides, ça s'applique aussi énormément en astrophysique, et notamment sur la tache rouge de Jupiter. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble la planète Jupiter. Il y a une tache rouge dessus. Et cette tache rouge, qu'est-ce que c'est? C'est des cyclones et anticyclones qui restent coincés indéfiniment l'un dans l'autre, etc. Et donc, j'avais répondu justement pour aller là-bas, j'avais proposé de pouvoir travailler avec un jeune qui était en doctorat aussi comme moi, mais qui était là-bas sur ce projet-là. Ça a été accepté. J'ai donc été pendant plusieurs mois à UCLA pour travailler sur cette thématique-là, qui était liée à ce que je faisais moi, mais plus l'approche atmosphérique, alors que moi, c'était plus l'approche effectivement océanique. Et donc voilà comment ça s'est fait. Je suis parti plusieurs mois à UCLA sur ce travaux de recherche-là que j'ai pu après publier sur un article scientifique, mais aussi dans ma thèse après. Et ça m'a apporté justement le côté international que je voulais. Et voilà, c'était une super expérience et surtout une approche, je dirais, des sciences, de la recherche, de l'enseignement supérieur, qui est complémentaire de celle que j'ai pu voir en France par le passé. Ok, trop bien comme parcours, le fait de vouloir passer, enfin, de la France aux États-Unis. Et tu dis que la, tout ce qui est enseignement supérieur, recherche, c'est complémentaire à la France. Et justement, qu'est-ce qui est complémentaire avec la France et qu'est-ce qui est différent, qui aujourd'hui te sert dans ton Hmm. approche? Alors, je vais illustrer ça avec un autre point. Aussi, par exemple, quand j'ai été plus, comme j'ai toujours voulu avoir une carrière internationale, donc je me suis dit que l'anglais c'était hyper important. Et donc avant ça, avant ces années-là, je faisais des cours d'anglais dans mon collège, mon lycée où j'étais, etc. Bon, j'adorais l'anglais. Mais je me rendais compte que la pédagogie à l'époque, quand j'étais collégien ou lycéen, c'était en anglais, c'était pas top, quoi. Et c'est pas en restant en France que j'allais avoir un bon niveau en anglais. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant plusieurs étés, j'ai eu la chance, mes parents m'ont permis de partir dans des écoles linguistiques aux USA. Donc j'en ai fait trois, une en Californie, deux en Californie, une à Los Angeles, une à San Francisco et une à New York. C'était pendant que j'étais plus jeune. Et je me suis rendu compte, en fait, rien que là, avant que je parte en thèse ou autre, que la pédagogie, que ce soit de l'anglais à l'époque, c'était pas du tout pareil. En France, par exemple, c'était une approche très, 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 voire même trop cadrée, théorique, grammaticale, je parlais donc de l'anglais, mais très grammaticale, etc., sans vraiment savoir comment on l'utilise dans la vraie vie. Alors qu'aux USA, c'était le contraire. On partait de situations, après, ouais, on faisait par exemple des cours toute une journée d'anglais. Enfin, je veux dire, j'avais genre 8 heures de cours d'anglais dans la journée, ça passait super vite parce qu'en fait, bah, c'était pas derrière un ordi ou dans une salle de classe, etc. On partait sur voilà, on devait travailler par exemple n'importe quoi. Le conditionnel, donc on faisait une sortie le matin, on regardait un film ou autre chose, et puis après on essayait de l'appliquer. Et donc c'est vraiment cette approche moi, que j'adore aux USA, c'est vraiment l'approche par la pratique. Une approche qui est plus pour moi peut-être ludique en quelque sorte aussi. Peut-être, c'est pas forcément de l'enseignement renversé ou classe inversée, etc. C'est plus une approche par le côté réel, moi qui me parlait bien. Ça donnait, en fait, je trouvais que ça motivait les étudiants à s'intéresser à des problèmes ou à des thématiques que s'ils n'avaient pas vu de cette approche, on va dire pas le réel avant, ils n'auraient pas été intéressés. Donc, moi, je me suis rendu compte que l'anglais, c'est une approche totalement différente. Et sur la partie, justement, recherche, etc., la même manière. Par exemple, moi, quand j'étais la partie où j'étais, enfin, les mois où j'étais en France pour ma thèse, j'étais dans mon laboratoire, je faisais de l'expérience, etc., donc plein de choses, mais j'étais vraiment dans mon sujet. En quelque sorte, j'avais la tête, voilà, le sujet il était là, ma tête était là, je ne décollais pas de mon sujet. Alors que je me suis rendu compte que là-bas, les communications étaient plus ouvertes avec justement d'autres doctorants, d'autres sujets de recherche, etc. Et donc, finalement, en m'éloignant un petit peu de ce que je faisais, ça permettait après de revenir plus performant. Donc je dirais que la complémentarité, c'est qu'effectivement,
dans les deux pays, on travaille bien dans ce domaine-là. Enfin, on a le côté sérieux, le côté effectivement compétence, etc. Mais une approche peut-être un peu plus décontractée, je peux dire ça comme ça, plus ouverte aux USA. En tout cas, c'est ce que j'ai pu vivre moi. Voilà, Mhm. ça concerne mon vécu, hein. Ouais, une approche peut-être plus cool, finalement. Enfin, plus cool. Pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens, comme tu dis, plus ouvert, peut-être plus proche, plus convivial, finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, 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 convivial. Ah, peut-être pas ouais, une approche différente. Parce que voilà, après, c'est très personnel hein, ce que je vous dis. Mais pour moi, c'est vraiment une approche différente. Effectivement, voilà, j'ai pas été mentionné sur les autres personnes qui ont fait un parcours voilà, France-USA pour avoir le retour. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu vivre personnellement, cette différence-là, comment je l'ai perçue. Mais c'est peut-être très subjectif aussi. Et si on allie maintenant les deux, le côté, enfin, les cours et l'IA sur les deux sujets qu'on a fait, Ouais. on se posait la question finalement, aujourd'hui, on parlait des postures au tout début, c'est quoi l'impact de l'IA sur tout ce qui va être éducation? Enfin, comment tu vois les choses là d'ici, on parlait de 2030? Quelle Et va être la place de l'IA dans l'éducation? Est-ce qu'il y aura toujours des formateurs? Est-ce qu'il y aura toujours... alors, oui, hein. non, il y aura toujours, bien sûr, il y aura toujours des formateurs, etc. Mais effectivement, c'est des formateurs qui ne vont pas apporter les mêmes connaissances et les mêmes compétences, je pense, aux élèves. Il faut se dire que d'une part, l'IA, pour moi, comment dire, ça va apporter, dans un premier temps, quand je réfléchis à ça, déjà une assistance, en quelque sorte, une personnalisation plutôt. Personnalisation de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'IA, par exemple, il va pouvoir permettre peut-être adapter les cours à chaque élève en fonction de leur rythme, de leur style d'apprentissage, de points faibles ou points forts. Notamment, bah, par exemple, l'IA, elle est capable de générer des exercices sur mesure. Donc il y a de plus en plus de profs hein, qui utilisent, avant ça, qui utilisent des outils numériques, mais effectivement, l'IA va pouvoir effectivement aussi créer des quiz, etc. On peut se créer des quiz nous-mêmes sur ChatGPT. Je veux te réviser par exemple n'importe quoi, les dérivés, il va te faire des dérivés, des corrections, etc. Donc vraiment, je dirais une approche plus individualisée de l'enseignement. Aussi, on voit, et ça je vois beaucoup de pubs en ce moment sur ça, sur les agents IA traducteurs enfin, qui nous font progresser en langue. Il y a beaucoup de tuteurs virtuels qui expliquent effectivement voilà, les langues ou autres. Donc ça peut être effectivement une complémentarité de ce qui est fait en présentiel et donc surtout peut-être en renforcement. Donc je dirais, voilà, en quelque sorte, première étape, je pense que ça serait une personnalisation pour l'apprentissage pour les élèves. Maintenant, si je me mets du côté enseignant, ben, bien sûr, ben, c'est vrai que un des avantages de l'IA, c'est de pouvoir aussi déléguer en quelque sorte toutes les tâches qui se répètent. Donc, des corrections automatiques, des suivis de progrès, des certaines préparations de cours ou autres. Donc, ça peut permettre de gagner du temps sur certains éléments. Mais aussi, ça peut permettre notamment quand on va faire sans fond des matières ou autres, on va faire des PowerPoint ou des paragraphes, etc. On peut demander à l'IA, donne-moi ton avis, voilà, est-ce que ce texte-là peut être compris facilement ou peux-tu me faire des reformulations? Donc ça peut être effectivement un outil pour aider les enseignants à, en quelque sorte, gagner du temps, mais aussi adapter les phrases, les manières de s'exprimer pour des étudiants qui vont mieux comprendre. Ça va aussi, bien sûr, bah, ça on l'a dit tout à l'heure, qu'effectivement, bah, ça peut générer du contenu, l'IA. Hein, on sait qu'effectivement, ça peut faire des quiz, des simulations, même certaines IA qui peuvent faire des vidéos pour expliquer certains éléments ou autres. Donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie aussi avec les casques virtuels, hein, où c'est de plus en plus utilisé au niveau de l'éducation notamment. Nous, on est en train d'utiliser là sur la partie cyber, où on demande à nos étudiants, à partir d'un casque virtuel, de créer du contenu de formation, etc. Mais bon, c'est juste en ce moment, donc je peux pas trop en dire plus pour l'instant. Et bien sûr, je pense que ça permet aussi à un plus grand nombre, je pense, d'avoir accès à l'IA. Pourquoi? Parce que l'IA, ben, elle n'est pas de la langue, elle peut être, enfin, on peut l'adapter dans toutes les langues qu'on veut. On peut avoir effectivement, on sait que par le passé, ben, il y avait certaines, par exemple, certains pays ou zones géographiques où il y a effectivement des inégalités par rapport notamment à la formation ou autre. Et là, avec l'IA, ben, on peut utiliser des comptes Internet, donc on pourrait combler ce déficit-là. Mais par contre, effectivement, il y a bien sûr des risques, hein, des défis. On en a parlé tout à l'heure, ben, les biais notamment, sur la partie stéréotypes ou les inégalités. On va voir bien sûr la partie ben, dépendance, hein, c'est comme un jeu vidéo ou autre chose, ou le téléphone, ben, on peut très vite être dépendant. Et ça, il faut faire attention que l'IA ne repasse pas le cerveau des élèves, donc, il faut absolument que tu utilises en second temps et pas directement. Il y a la confidentialité, bien sûr aussi, puisque effectivement, ça collecte
ça collecte pardon, massivement les données. Et bien sûr, bah, il faut que les enseignants puissent justement bah, pouvoir se former à ça. Donc pour moi, si je devrais faire un scénario, on va dire probable d'ici de quelques années, ça serait une hybridation en quelque sorte entre l'IA et l'enseignant, où l'enseignant a un assistant virtuel qui s'appelle IA, qu'on peut appeler Claude, Paul ou autre chose, avec effectivement la mise en place d'apprentissage qui va être adapté et surtout une vision globale dans le but de pouvoir effectivement créer ce qu'on appelle un petit peu l'intelligence collective. Hmm. Ok, top. C'est vrai que, comme tu dis, l'IA prend de plus en plus de place. Et c'est important de mettre le rappel que pour l'éducation, tu as beaucoup parlé des étudiants, mais c'est vrai qu'on Mhm. pense enfin, moi je pense aux enfants plus jeunes, par Ok. exemple de 5, 6, 7 ans, 8 ans maintenant, qui ont plus rapidement accès à un téléphone ou à Internet que nous à notre époque, en tout cas où l'IA, où c'était les prémices d'Internet. Je me rappelle l'MSN qui est arrivé dans les années peut-être 2000, 2002, 2003, enfin c'est mine Mhm. de rien, on a l'impression que c'est vieux alors que ça a à peine plus de 20 ans. Ouais. Euh, et je me dis comment on peut faire pour protéger justement ces jeunes enfants de Hmm. l'IA, des nouvelles technologies qui prennent un essor de plus en plus important. Ok, bah, effectivement, quand tu disais par exemple à ta situation, moi je me rappelle qu'à mon âge, c'était Wikipédia. En gros, dès que j'avais besoin d'une info, Oui, ou j'allais sur Wikipédia, oui. Wikipédia. Voilà. Mais effectivement, c'est vrai que quand on y pense, pour moi, à mon époque, quand j'étais étudiant, l'IA, enfin, c'était pas l'IA, mais c'était justement Wikipédia. Et justement, à l'époque, les profs me disaient oui, il faut pas trop l'utiliser, il y a des données fausses, il n'y a personne qui vérifie, etc. Et ça me rappelle un petit peu, bah, effectivement, bah, voilà, en gros, ce qu'on dit maintenant pour les jeunes. Alors, déjà, il y a tout ce qu'on appelle, que ce soit l'IA, mais que ce soit de manière les sociaux médias, donc YouTube, TikTok, les jeux, etc. On sait qu'il y a un contrôle parental qu'il faut avoir. Donc je pense qu'effectivement, je pense qu'il y a certaines apps IA qui sont justement l'habilitation. Je crois qu'il existe une habilitation qu'on appelle sécurité enfant ou autre. Donc justement avoir un contrôle parental sur ça. Il y a bien sûr des IA qui vont être adaptées plus ou moins en fonction des âges. Donc il y a certaines applications qui vont être plus adaptées pour les enfants, d'autres pour les adultes, etc. Donc bien sûr avoir une application qui va être adaptée, pourquoi pas à certains âges notamment. Et très important, pour moi, il faut absolument pas que, parce que ça, on le voit très souvent, hein, que dans le primaire ou dans le secondaire, effectivement, les profs, ils se font un petit peu submerger par l'IA, etc. Il faut vraiment que les profs se disent, OK, l'IA, c'est un phénomène de société maintenant, de plus en plus de personnes l'utilisent, on doit faire avec ça et pas justement renier l'IA. Donc, il est important, je pense, de pouvoir justement sensibiliser les étudiants les étudiants les primaires, enfin les étudiants de primaire, collège, lycée ou autre à l'IA, et surtout leur faire, par exemple, pourquoi pas un cours, en montrant, par exemple, développer l'esprit critique, par exemple, voilà, montrer un deepfake ou montrer une photo trafiquée, et leur apprendre à raisonner. On va dire, voilà, par exemple, pose-toi la question, comment est-ce que tu sais que ça c'est vrai? Ou alors, en leur montrant par exemple des exemples faux, par exemple, on demander de générer une IA, par exemple, d'un dauphin avec des jambes, etc. Essayer de leur faire comprendre un petit peu, voilà, que ils doivent se poser la question, c'est pas parce qu'ils voient une photo ou autre que c'est vrai, donc les sensibiliser vraiment avec des séances spécifiques. Et donc, notamment, ça peut permettre justement de développer cet esprit critique qu'on doit tout savoir. Et enfin, c'est lié au contrôle parental, je pense effectivement le temps d'écran. On dit souvent aux enfants, ben voilà, pas le téléphone après 22 heures ou autre chose. Ben, ça pourrait être effectivement d'encadrer le temps d'écran, avoir un temps limité, comme pour le téléphone, à ChatGPT ou autre. En même temps, voilà, s'il n'y a plus de téléphone, il n'y a pas d'ordi. Pour l'instant, au niveau voilà, c'est les seuls moyens, en quelque sorte, à l'heure actuelle, d'avoir accès à l'IA. Hmm. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire sur développer l'esprit critique. J'ai l'impression qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de clivages, où l'esprit critique est de moins en moins apprécié, on va dire, où c'est beaucoup plus binaire, noir-blanc, pour quelqu'un, contre quelqu'un. Et justement, remettre cet esprit critique via l'IA, montrer une photo, tiens, à ton avis, cette image-là, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, pourquoi tu penses ça? Ça, ça amène aussi un côté ludique que tu expliquais tout à l'heure, finalement, de gamification de l'IA, de on apprend à s'en servir. Tout en Tout à développant fait. l'esprit critique, en développant l'écoute, ça permettrait de développer énormément d'aspects hyper importants. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Surtout, effectivement, là, on a besoin, que ce soit dans les ingénieurs, mais pas que ça, dans tous les domaines, hein, on a besoin effectivement de développer l'esprit critique dans la vie de tous les jours, dans nos jobs, etc. C'est devenu de plus en plus important et surtout, c'est ça qui fera la différence avec un robot ou une IA pure.
Parce Mm. qu'effectivement, un robot ou autre n'a pas d'esprit critique. On lui appuie. Il y a un algorithme qui dit de répondre ça quand il y a ce mot-là ou autre chose. Voilà, il n'y a pas ce côté justement esprit critique par-dessus. Et c'est ça qui fait vraiment la différence, enfin, entre autres, bien sûr, il y a d'autres choses, mais qui font vraiment le gros point positif, le gros avantage des êtres humains par rapport aux robots, notamment. Mm. Ouais, toute une histoire, effectivement, tu le disais, de perception des enseignants et de l'éducation nationale. Je sais pas s'ils sont très à jour sur tout ça, mais c'est vrai qu'il y en a. Enfin, voilà. C'est soit tu te dis, ok, c'est un peu Mm. comme, j'exagère, mais Internet dans les années 2000, ça arrive et ça sera, de toute façon, ça va prendre tout le monde. Ça va être un peu comme une marée. Soit effectivement, bah, tu peux rester dans le côté, j'ai un peu peur du changement, etc. et je veux pas. Mais on se rend compte, enfin, on peut le voir, hein, dès que on ne partage pas les choses. Enfin, il vaut mieux faire de la prévention Ah, que ne rien dire du tout. Mm. L'exemple qui vient, c'est tout bête, hein, c'est que la sexualité, il y a beaucoup d'études qui montrent que plus on fait de la prévention tôt, plus les gens sont concernés, ont même le premier rapport plus tardivement. Ça, c'est marrant parce que certains n'ont pas cette idée-là. Et donc là, c'est un peu près pareil de se dire, plus on est au fait rapidement, c'est pas forcément qu'on ira plus facilement à l'IA, mais on aura plus conscience finalement de pourquoi on l'utilise, comme tu le disais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, c'est sûr, il faut effectivement éduquer avec l'IA et pas fermer les yeux ou faire la politique de l'autruche. Voilà, ça arrive, ça va pas passer par moi, je baisse la tête. Ça, c'est sûr que ça marche pas. Mm. Ça, c'est sûr. Et tu as partagé quelque chose de top Mhm. sur lequel j'aimerais revenir. Tu disais que ça permettait à d'autres pays, par exemple, qui n'avaient pas accès à l'éducation ou aux mêmes facilités d'éducation que certains, enfin, je pense par exemple aux pays moins développés par rapport aux pays développés. Ok. Euh, Quel est justement, et tu vois, quand on pense à certains pays, les différents Ouais. régimes qu'il peut y avoir, les démocraties, les certaines dictatures ou certains pays qui sont communistes, comment, comment l'IA permet justement à ces pays-là qui sont peut-être plus fermés, tu vois, moins ouverts sur le monde, d'offrir une certaine éducation, un certain recul sur le monde. Tu vois, si on prend l'exemple de la Corée du Nord, qui est un pays extrêmement fermé sur l'extérieur, avec une personne qui est là qui dit que le pays, d'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps, il y a eu des résultats de l'élection, il a été élu à 100%. Donc c'est qu'il y a vraiment il y a un gros problème de pouvoir. Justement, comment l'IA peut permettre à ces pays-là d'être Ouais. plus ouverts sur le monde et quel est peut-être le contrôle justement des gouvernements, ou en tout cas de ce gouvernement-là, et peut-être dans d'autres pays du monde ça peut exister, sur l'IA, tu vois, c'est quoi ta vision toi par rapport à ça? Bah, moi, je me souviens, bah, justement, pendant ma thèse, j'étais parti justement en Chine. J'étais parti un petit mois en Chine pour ma conférence. Déjà, ça m'avait choqué parce que j'arrive en Chine et j'avais pas le droit d'utiliser. Enfin, à l'époque, c'était Facebook hein, majoritairement qui utilisait Instagram. Je crois que c'était pas encore sorti. Je pouvais pas utiliser Facebook. Je pouvais pas avoir accès à YouTube. Donc, j'avais été obligé, avant de partir en Chine, de faire un VPN. Mais bon, c'était les tout premiers VPN d'il y a 20 ans, enfin, pas 20 ans, il y a 15 ans, 17 ans maintenant. Donc, c'était les tout débuts. Et donc, je me souviens, déjà, c'était très problématique. Moi, j'étais très en lien avec les réseaux sociaux, etc. Donc, c'était compliqué. Et je pense effectivement, alors ça va dépendre des pays, mais d'une part, l'IA, en quelque sorte, elle est globale. Alors, certes, effectivement, certains pays qui vont être très communistes ou autre chose vont être amenés malheureusement à, en quelque sorte, à contrôler ce qui est possible. Mais par exemple, que ce soit par exemple certains avec ChatGPT, Gemini, il y a aussi Deep, il y a autre chose. Eux, par exemple, qui s'occupent, par exemple, je prends l'exemple, eux, c'est l'apprentissage des langues majoritairement. Quand on fait, par exemple, de faire traduire des textes ou autre, ça sort instantanément. Donc, ça veut dire qu'il y a certains IA où c'est qu'il ne peut pas avoir de contrôle dessus. Par exemple, si une personne qui est en Chine, alors je n'ai pas testé depuis, hein, mais qui veut utiliser ChatGPT, il peut, par exemple. Je pense qu'il y a certaines IA qui sont bloquées. Donc, je pense effectivement que, voilà, en fonction des IA qui sont plus ou moins, en quelque sorte, pas très, moins compétentes que d'autres, les plus compétentes vont être bloquées, les moins compétentes vont pas être bloquées, mais en fonction de ce qu'on demande, on peut rendre la compétence de cette IA plus importante, notamment au niveau de l'apprentissage des langues, mais aussi, par exemple, au niveau, en quelque sorte, en fait, en quelque sorte, il n'y aura plus de barrière, en quelque sorte, géographique ou économique. Parce qu'une personne qui utilise ChatGPT, qui lui pose la question, n'importe quoi, hein, quand est mort Napoléon, par exemple, qu'il soit en Chine, qu'il soit en France, qu'il soit aux États-Unis, on va lui donner la même réponse. Donc ça permet aussi d'avoir en quelque sorte un accès équitable à une information. Donc pour moi, l'IA, c'est ça qui est bien, c'est que ça permet effectivement, peu importe où on se situe, on pose une même question, on aura la même réponse, je pense. Et donc, en quelque sorte, ça va permettre justement à chacun de pouvoir se baser sur des vrais faits. Et donc, en quelque sorte, d'avoir un accès à la culture, enfin, un développement culturel en quelque sorte équitable ou cohérent. Et pareil pour l'esprit critique.
Hmm. Et il y a un aspect sur lequel je suis pas entièrement d'accord avec toi, en tout cas Mhm. de mon expérience, et de ce que j'ai pu entendre aussi, c'est sur l'aspect fait. C'est-à-dire que quand on demandera quelque chose, on aura tous les mêmes faits. Quand on voit que certains pays peuvent contrôler certains faits historiques, tu vois, de changer l'histoire ou euh, de, 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 de changer les perceptions ou autres, justement, quel est le pouvoir de ça par rapport à l'IA et de dire, bah voilà, et sachant que l'IA s'auto-alimente aussi des informations qu'on lui donne, à quel point, par exemple, un certain nombre de personnes, en nourrissant l'IA d'une information qui est fausse ou en refaisant l'histoire, tu vois, je te dis une bêtise, si on prend la Seconde Guerre mondiale et qu'on dit, bah non, Hitler, enfin, si on prend l'exemple d'Hitler, Hitler est pas mort et ainsi de Oui. suite, à quel point l'IA peut venir fausser aussi le raisonnement ou les faits historiques par des personnes qui peuvent être malveillantes. Je suis d'accord. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que par exemple, effectivement, ça va dépendre par exemple des questions, des données qu'on va lui donner en fonction des pays. Mais si par exemple, je prends voilà, admettons, il y a personne dans le monde qui a posé la question où est, quand est né Napoléon. Il n'y a personne avant qui a parlé de ça. Peu importe où on est géographiquement, la première information va être donnée, elle va être la même. Mais effectivement, si dans certains pays on va commencer à poser des questions dans un domaine, dans une thématique donnée, on va fausser en quelque sorte les réponses. Dans ton première réponse donne initialement, c'est forcément la même. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a, enfin, notamment différentes IA génératives, donc Gemini, Claude et les GPT, effectivement, elles apprennent à partir des données qu'elles reçoivent, donc des données massives, donc c'est quoi? Des textes, des livres, des articles, des sites web, etc. Et donc, en quelque sorte, elle va être biaisée. C'est-à-dire, effectivement, l'IA, elle peut soit ignorer certaines infos, soit alors elle va pouvoir, par exemple, présenter des faits alternatifs comme étant vrais, ou alors, pourquoi pas, censurer certains points de vue. Et donc, il y a pas mal de, je crois qu'il y a quoi? Il y a pas mal de tentatives de manipulation, hein. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle la curation de données, hein. Donc, c'est là, effectivement, on va favoriser certaines sources par rapport à d'autres pour entraîner l'IA. Par exemple, on va demander à l'IA de ne pas faire attention à telle ou telle donnée, etc. Et aussi, bien sûr, quand on va traiter, enfin, le post-traitement des réponses, où là, effectivement, les réponses doivent être modifiées avec des filtres pour qu'elles correspondent, par exemple, à un récit officiel. Et aussi, il y a certaines IA qui vont être interdites. Par exemple, notamment en Chine, on peut en utiliser que très peu, hein, internationalement. Il y en a certaines qui sont bloquées ou autres. Donc, j'ai vu notamment, je crois que c'est le cas pour la Chine, où effectivement les IA qui sont locales, elles suivent en quelque sorte la réglementation du pays et des choses qu'elles ne peuvent pas dire, etc. Mais alors que par exemple, tu vois, entre les USA et l'Union européenne, c'est plus ouvert. Certes, on a des filtres, il existe des filtres, notamment de fake news, etc et au contenu sensible, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Par exemple, notamment, je sais qu'en Russie, je crois qu'ils expérimentent des IA locales pour justement faire un contrôle du contenu et aligner les réponses avec les propagandes qu'elles faire passer. Donc, effectivement, je pense que il faut faire attention parce que l'IA se nourrit des questions ou des données qu'on lui donne. Mais effectivement, ça pourrait être une vision globale, hein, comment bien utiliser l'IA internationalement, etc. Ça, je pense effectivement, c'est un gros travail. Et dans tous ces pays-là, parce que donc on en parlait des États-Unis, de la Chine, et puis tu avais dit que tu en avais fait plusieurs, est-ce qu'il y a un pays qui t'a inspiré dans ton parcours, sans parler de l'IA forcément, mais là plutôt dans ton parcours professionnel ou perso? Ah, si, alors il y en a plusieurs, hein. Alors, euh, si je parle du côté pro, euh, hmm, très étrangement, c'est un tout petit pays qu'on connaît de nom, parce que c'est une carte postale, c'est les Seychelles. J'y suis parti quand il y a quoi, 3 ans maintenant. Et en fait, j'avais été époustouflé par le fait que là-bas, alors vous savez, c'est donc c'est une petite île, hein, il y a très peu d'habitants. Voilà, c'est quoi? C'est va être la moitié, le quart de la Corse, je crois. Enfin, un tout petit truc. Et ils mettaient en place là-bas, enfin, que ce soit la partie économie circulaire, énergie renouvelable, mais ils étaient en avance par rapport à nous. Ils faisaient des choses que la France ne faisait pas. C'est-à-dire, par exemple, des villes entières sont générés par énergie photovoltaïque, centrale hydraulique, etc. Il y a même effectivement, il se servait notamment de la partie d'une petite centrale nucléaire pour réchauffer l'eau, on va dire, dans un spa ou autre, et des choses que j'avais pas forcément vu qui devaient exister peut-être en France, mais ça m'avait pas autant marqué leur avancement dans l'énergie renouvelable et surtout leur inquiétude par rapport effectivement
au réchauffement planétaire, etc. J'ai trouvé très intéressant. Pour une petite île comme ça, tout ce qu'ils mettaient en place, j'en ai deux exemples, mais c'était quasiment tous les jours où je voyais des exemples. Et puis après, sur le côté perso, le Mexique. J'étais parti au Mexique, dans le Yucatan, faire ça doit être quoi, en 2018. J'ai fait un petit road trip de 3 semaines et j'en ai vu plein les yeux. Des cénotes, des magnifiques paysages, voilà, tout était top, que des excellents souvenirs, surtout la nourriture mexicaine qui est excellente. Donc ça j'ai beaucoup aimé du côté perso, effectivement, le Mexique. C'est marrant parce que t'es le deuxième invité, je crois, le Mexique. On a eu quelqu'un qui était Ah, parti, qui était grand voyageuse, C'était il me semble, hein, c'était ça. Marilyn. C'était Marilyn, hein, je croit que le Mexique aussi, elle nous l'avait dit, elle avait fait 40 pays. Donc, tu vois, elle avait ah aussi. ouais, Ouais. Donc, marrant, le Mexique, on connaît pas, mais apparemment, ouais, ça a l'air d'être plutôt bien tout à vu fait, en termes d'expérience. Ouais. tout à fait. Euh, parmi, enfin, j'allais dire oui, parmi toutes les expériences que tu as vécues, Mhm. laquelle a été peut-être la plus inspirante pour toi? Et quand je parle d'expérience, ça peut être expérience vécue, ça peut être rencontre, c'est vraiment très large et très ouvert. Hmm. On parle à la fois côté pro, perso, tout, hein. Oui, mélange, et tu prends vraiment la question au sens le plus, enfin, le plus large Ah, possible. l'expérience la plus inspirante, qu'est-ce que je dirais? C'est tellement vague que du coup, il faut que je réfléchisse. Alors, tac, ça peut être quoi? Bah oui, en fait, je vais pas aller trop loin. Je vais parler effectivement de mon fameux prix en Chine, je pense, que je ne m'y attendais pas du tout et surtout, en plus, c'est vraiment un sketch quand je le raconte, comment ça s'est passé. C'est-à-dire que j'étais parti pour la première fois donc en Chine, donc en fait, c'était et inspirant dans les 2 cas. C'est-à-dire, à la fois où je me suis senti seul au monde et à la fois où c'était finalement intéressant. Donc pour la petite anecdote, j'étais parti 1 mois en Chine et je m'étais dit, enfin, en gros, à la base, j'avais une conférence d'une semaine. La Chine ne faisait pas forcément partie des pays où je me disais waouh, je veux partir en vacances là-bas, etc. Donc je me dis, si j'y vais pour le travail, je prends 3 semaines de congé avant et j'y vais. Et je vais visiter tout seul, etc. Donc j'étais parti tout seul. Je devais avoir quoi, 20 et quelques années, 23 ans, etc. Je ne parlais pas chinois, je parlais très bien anglais, mais pas chinois. Et je me dis, allez, je pars 3 semaines avant le début de la conférence. Donc pendant 3 semaines, j'étais tout seul, mais c'est pas grave. Je suis quelqu'un de social, je vais parler, je vais faire des connaissances, etc. J'arrive là-bas, donc j'arrive, je me rappelle, j'étais à Pékin, donc la capitale, dans le quartier où c'est qu'il y a eu les JO, donc le quartier international, etc. Au bout de 3 jours, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis au fond du trou. J'avais un ennui, une solitude énorme parce que personne ne parlait anglais. Tous les Chinois ont très peur de parler, soit ils n'osent pas, soit ils n'ont pas envie, etc. Mais je me sentais une très forte solitude. Donc je me rappelle à l'époque, c'était très compliqué. Voilà, avant la conférence, etc. Je me souvenais qu'une envie, c'était re-rentrer, mais je ne pouvais pas car je devais attendre 3 semaines d'aller à ma conférence. Donc j'ai visité un peu le Tibet, j'ai fait pas mal de petits trucs, etc. Donc au final, après, j'ai pris sur moi, mais c'était très compliqué. C'est la première fois que j'allais à l'étranger et que je me disais, c'est compliqué. Après, je vais à la conférence. Donc, c'est une conférence qui est de tous les 4 ans dans différents pays. Par exemple, en 2012, c'était à Pékin. Je crois qu'en 2016, c'était au Canada, etc. Et moi, alors, c'est une conférence qui était très réputée, où mon directeur de thèse m'avait dit bon, tu vas faire une présentation, etc. Bon, c'est pas sûr que tu sois accepté dans un premier temps. Donc, j'avais soumis un papier en amont. Il m'avait dit moi, genre, m'avait refusé le poster, etc. Donc, tu vois, c'est compliqué, etc., d'être pris. Donc, moi, finalement, j'avais été pris. Je vais faire ma conférence et je fais ma conférence tranquillement. J'étais hyper timide car il y avait genre 4000 personnes devant moi qui regardaient. Voilà, c'était en anglais, j'étais pas forcément hyper à l'aise au début, etc. Et donc, bon, je fais ma conférence et le dernier jour, je m'étais fait des potes et c'était le jour de la remise des awards, des diplômes. Et je me suis dit, bon, c'est le dernier matin, je risque pas de gagner quoi que ce soit, etc. C'est ma première conférence internationale. Je me dis, allez, je me suis fait des amis, on va visiter la muraille de Chine. Donc on est parti, visiter la muraille de Chine, etc. Après, je rentre en France, quand il doit rien été, voilà. Un mois après être rentré en France, j'ai le directeur de mon labo qui me dit ah, mais si tu savais qu'il y a un Français qui a obtenu le prix de la conférence où tu as été, etc. Je suis ah, ben non, je ne savais pas, mais en même temps, je pense que devait être quoi, peut-être 200 Français ou quelque chose comme ça à y être. Je suis non, je connais, etc. Il revient me voir une semaine après, il me dit ah, mais apparemment, c'est un Marseillais qui a eu ça. Je me dis ah, là, ça se rétrécit. Je vais quand même mener l'enquête. Et en menant l'enquête, je tape mon nom sur Internet, etc. Et je vois Michael Bosco, enfin mon nom, voilà, j'avais obtenu le prix meilleur jeune chercheur. Donc après, je les ai contactés. Ils m'ont envoyé le prix 6 mois après, parce que c'est un prix tout en avec une feuille d'or, etc. Magnifique. Et donc voilà, c'était à la fois anecdotant parce que je ne m'attendais pas du tout à recevoir ça. Et les 3 premières semaines avaient été marquées par une profonde solitude. Donc au final, j'ai réussi à combattre ça et à donner le meilleur de moi-même
professionnel pour obtenir le prix. Et je ne m'y attendais surtout pas. Waouh, c'est génial comme anecdote. Ouais. L'instant de solitude, le fait que il y a cette part de toi qui se remobilise justement pour tout donner, et par le plus, ce que tu nous as dit, le hasard, finalement, tu gagnes ce prix. Ouais. Comment C'était tu... le. Vas-y. Pardon, excuse-moi, j'avais pas... Ah non, euh, vas-y. comment tu l'as vécu, toi, justement, quand tu as appris ça, que tu avais gagné ce prix? Ah bah, alors, déjà, je m'attendais surtout pas. Au début, je me suis enfin voilà, le temps parce qu'il y avait un décalage horaire et cetera, le temps quoi qu'il parlait et cetera, bah, il y avait plusieurs jours entre moi, c'est que j'ai posé la question, qu'on m'a répondu et cetera. Je me dis: «Genre, c'est vraiment moi?» et cetera, qu'il a eu. Bah, au début, c'était l'étonnement. L'étonnement et puis après aussi, j'ai eu un quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de pas du tout, confiant en lui-même, pas sûr de lui et cetera, donc l'étonnement, la bonne surprise, et bien sûr de la joie, en quelque sorte. Voilà, je me suis quand même pas commun et je me suis dit: «Bah, voilà, j'ai pu montrer que voilà, je peux malgré effectivement certaines difficultés que j'ai pu rencontrer dans ma vie, j'ai réussi à notamment avoir ce prix-là ou d'autres choses par la suite et voilà, j'en suis content. J'en étais très content. Donc voilà, étonnement, surprise et joie. Et tu parlais du Mickaël introverti plus jeune. Oui. Est-ce qu'il avait un rêve, ce Mickaël-là? Ah! Beh, je pense qu'il était tellement introverti qu'il se disait que c'était pas possible d'avoir des rêves. Donc je pense même pas. J'étais très, 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 très vraiment l'opposé de ce que je suis maintenant, je sais pas, j'avais pas quasiment pas d'amis, à l'école, j'avais, voilà, j'étais renfermé sur moi-même, voilà, je sortais pas, je lisais que des livres ou autre chose, ou je regardais la télé, voilà, j'ai été très, très, très renfermé et malheureusement, ce qui a été le déclencheur, c'est quand j'ai perdu mon grand-père, donc je devais avoir quoi? Je devais avoir 17 ans, 18 ans, je crois et je sais pas, je peux pas expliquer comment, mais c'était le déclencheur quasiment du jour au lendemain, j'ai changé. Voilà. Je saurais pas l'expliquer. Mais voilà, je sais que je la fois que je me pose cette question-là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu effectivement, mon grand-père qui est décédé, ça m'a fait un électrochoc et j'ai changé. Mm. Ah, c'est intéressant ce que tu partages, que c'est vrai que souvent, les personnes ont besoin d'un électrochoc, d'un événement dans leur vie pour réussir à passer à l'action ou à changer quelque chose dans leur vie. Toi, justement, Mmh. cet électrochoc, je- on se questionnait avec Thomas, quel est ton rapport au développement personnel, justement, avec cet électrochoc que tu as vécu, s'il y en a un ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tu peux creuser? Qu'est-ce que tu entends par rapport au lien avec le développement personnel? Bah, par exemple, le lien, je sais pas, lire des bouquins, te faire accompagner, te faire coacher, peut-être pour mieux te comprendre toi, dépasser certains blocages, certaines pensées qui peuvent te bloquer, ou tout simplement, parfois parler simplement de ces problèmes et avoir une oreille extérieure qui est là pour écouter. Ça peut être un coach ou un thérapeute, une sophrologue, un psy, peu importe la forme Mmh. que prend l'accompagnement. Oui, j'ai fait pas mal d'hypnose, Ok? mais pas juste après ça, c'est vraiment plus tard quand j'avais besoin effectivement de prendre certaines compétences ou surtout d'arriver à pas avoir une charge mentale trop importante parce qu'effectivement, j'avais tendance à ce que ma charge mentale vienne empiéter sur ma vie perso et j'avais besoin justement de trouver un équilibre. Donc j'ai fait pas mal d'hypnose et de kinésiologie, mais bon, c'était la kinésiologue qui me faisait de l'hypnose et ça marchait pas mal, notamment la thérapie EMDR aussi. Ça me permettait, moi j'y croyais pas du tout, hein, je voyais pas pourquoi le fait de bouger les yeux, à gauche, à droite, à gauche, à droite, ça marchait, mais ça a bien marché. Donc ça, ouais, ça m'a permis justement, de pouvoir, voilà, avancer sur cette partie-là et j'ai eu de la chance effectivement, c'est que mes parents ont été toujours été très présents, pendant mon enfance, à l'école et cetera. Donc dès que j'avais besoin d'aide, me faire accompagner par un spécialiste ou d'autres choses ou même des coachs, ils l'ont fait. Mais là, par contre, c'est plus là pour il y a quelques années où je me suis pris un coach, enfin, j'ai eu un coach pendant, 1 an à hauteur d'1 fois tous les 15 jours pour me coacher un petit peu sur, le management et cetera et ça m'a beaucoup aidé, à être, la personne que je suis aujourd'hui, à être, aussi, mais vraiment, voilà, il m'a pas aidé, on va dire, en termes de compétences, mais il m'a aidé à ce que mon savoir-être puisse être utilisé de la bonne manière en tant que manager. Ok. Il est Très, parti de mes forces et de mes faiblesses et on a essayé de tout transformer en force, en ok. quelque sorte. Si je résume, c'est ça. Hmm. Mmh. Ouais, très intéressant. C'est vrai que souvent les coachs permettent ça de sortir Mmh. le meilleur de chacun finalement via un questionnement, via des prises de recul, via l'effet miroir, via des jeux dans l'espace, dans le temps. Et c'est vraiment
C'est vraiment assez puissant. Et par rapport au développement personnel, toi, quel est ton point de vue sur le rapport entre l'IA et le développement perso et la place que prend l'IA justement dans le développement perso et peut-être les avantages que ça peut en avoir et également les inconvénients ou les dangers qu'il peut y avoir avec ça? Alors, moi, ce que j'ai, j'ai des amis qui m'en parlent, des fois, qui s'amusent le soir à parler à l'IA. Donc ça, je sais que certains, effectivement, se font coacher par l'IA sur cette partie-là. C'est pas une pratique que je fais, pas une pratique que je fais de mon côté, où certaines personnes qui, en raison de la solitude ou autre, peuvent être amenées justement à se faire pote avec une IA ou autre. Bah, pour moi, ça va, c'est quand même une zone à pas franchir parce que c'est s'enfermer en quelque sorte dans le côté solitude et cercle en quelque sorte vicieux. On va être amené de plus en plus à croire que l'IA est une personne. Peut-être certains en voient des fois, je disais, bah, je vois des fois des trucs où certains, même avec des robots, ils tombent amoureux de leur robot, ils tombent amoureux de l'IA. Voilà. Je pense qu'il y a une limite à pas franchir, mais ça peut être effectivement, je pense, un accompagnement peut utiliser comme développement personnel, on va dire, de manière régulée et de manière, enfin pas encadrée, mais de manière limitée dans le temps et dans la fréquence. Oui, effectivement, ça peut être un bon outil, pour se faire coacher. Par exemple, moi, des fois, j'ai besoin de conseils sur certains trucs ou autres, mais voilà, j'utilise effectivement les points positifs, les points négatifs. Ils m'aident à faire la balance, à équilibrer ou autre et voilà. Je pense effectivement, ça peut être utilisé de manière encadrée, pas trop répétitive et surtout sur une fréquence, très enfin, fréquence espacée, des gens comme ça, parce que si on a tendance à parler qu'avec de l'IA, on va avoir tendance à parler que avec de l'IA Hmm. et garder justement des interactions avec des vraies personnes. Ouais, ce que j'entends, c'est dans la discussion avec l'IA, peut-être plus sur peut-être des points stratégiques ou opérationnels. Tiens, c'est quoi les avantages, les inconvénients de quelle décision? Et quand ça vient toucher peut-être quelque chose de plus profond ou plus personnel, là, finalement, moins s'adresser à l'IA et peut-être plus aller vers un professionnel. En tout cas, quelqu'un qui sera peut-être plus apte à accompagner. Mmh. Tout à fait. Ok. Et je sais pas si tu as une question, Thomas, mais là, j'en ai une autre qui me vient tout de suite. Vas-y, Stéphane. Euh, Quel est le poids de l'IA justement dans la gestion des émotions? Parce que l'IA est quelque chose d'informatique Mmh. qui est censé ne pas avoir d'émotion. Et tu vois, quand je Mmh. repense au film qui a été fait en 2002, entre 2002 et 2004, je sais plus en quelle année, mais iRobot avec Will Smith, Ah oui, oui, tout à fait, où oui, oui. justement les robots ont été conçus pour exécuter certaines tâches, et à un moment, il y en a un qui a un bug et qui en vient à avoir son libre arbitre et à avoir des émotions. Quels sont les risques, tu penses, si on communique avec l'IA, si on lui transmet nos émotions, si on en parle, que justement l'IA prenne de plus en plus de place de manière émotionnelle dans la vie, dans les conversations qu'on peut avoir, et justement les potentiels peut-être dangers? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en plus, bah, il y a pas très longtemps, j'ai vu une série sur Netflix aussi, avec ça. J'ai vu un film aussi, voilà, c'est vrai que c'est une tendance et je dirais effectivement une tendance dangereuse car ce qui nous différencie le plus des robots, de l'IA et cetera, c'est les émotions. Donc si on se met à communiquer, à partager notre seule différence, ben, il y aura plus de différence après. Donc pour moi, effectivement, c'est important justement de ne pas passer cette étape-là, de communiquer des émotions ou autre, car justement, déjà que c'est compliqué sur certains rendus ou d'autres choses de différencier l'IA de l'être humain, ben, ça va être encore plus compliqué. Donc pas sûr que ça soit une excellente idée. Et tu penses que ça peut arriver, ça, justement? Que les IA se mettent à avoir des émotions ou quelque chose comme ça? Techniquement, enfin, en tout cas, voilà, à mon niveau, je ne pense pas. Ok. Mais je ne suis pas dans les dernières tendances de l'IA, mais voilà, à mon niveau, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, pas dans le sens où on le pense nous, hein. C'est-à-dire, voilà, on peut lui dire, par exemple, IA, écris-moi un résumé d'un texte en utilisant l'émotion, par exemple, triste, un ton triste, etc., ou un ton joyeux, ça, il est capable de le faire. Mais lui communiquer vraiment une émotion dans le sens où on l'entend nous, pour ma part, c'est pas possible à l'heure actuelle. Ok. Ouais, c'est très clair. C'est vrai que quand on lui demande de communiquer joyeux, quoi, ça, elle est capable de le faire, mais c'est vrai que c'était dans l'émotion, transmettre de l'émotion bah, comme nous, on peut le faire en tant qu'humain, quoi. Donc, C'est ça. voilà. C'est vrai que si une des Une des différences seules. qu'il y a avec l'IA, qui est l'émotion, si ça, l'humain lui transmet et que l'IA prend la place là-dessus, ça va devenir compliqué. Enfin, moi, personnellement, je sais que ça m'embêterait énormément que l'IA puisse communiquer des émotions, personnellement. Bien sûr. Mais bien sûr. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu en penses?
Mais moi, alors je rajouterais notamment sur le développement perso la partie non verbale, parce qu'effectivement, c'est très mental finalement l'IA. Et c'est vrai qu'en plus des émotions, il y a tout l'aspect corporel, le fonctionnement. Enfin, c'est vrai que je pense pas que ça puisse arriver à ce stade-là. Enfin, peut-être, hein, peut-être demain, hein, mais ça paraît compliqué. Et je pense qu'effectivement, ça restera dans des choses qui seront de plus en plus améliorées. Mais il y a une dimension corporelle, il y a une dimension émotionnelle. Enfin, quand on incarne quelque chose, le fait de parler avec les mains, ou il y a des trucs effectivement qui seront très très limités. Enfin, voilà. C'est ce qui fera la différence, c'est ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui la différence, hein. Il y a des études, hein, j'ai vu, qui prouvaient que l'IA des fois avait des meilleurs diagnostics que certains médecins, parce que l'IA n'avait pas d'ego. Ça, c'est la Ok, différence, par exemple, voilà, avec des humains. Mais ça n'empêche que ça reste des choses qui sont mécaniques. Et enfin, je pense que c'est bien en complémentarité, effectivement, mais ça ne doit pas substituer, c'est ce que tu disais au départ, l'être humain initial, et c'est ça qui est important. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est sûr. Mm. Est-ce que, Mickaël, toi, dans ta vie, tu as eu un moment donné où tu avais une décision qui a dû être enfin, la plus importante que tu as dû prendre, ou une des plus importantes? En lien avec l'IA ou pas du tout? Non, pas en lien avec client, en lien avec ton parcours. Ah, mais bien sûr, j'en ai plein. J'en ai plein. Après savoir dans quel domaine, mais oui, j'en ai plein. Tout à fait. T'en as une particulièrement qui te vient là, spontanément? Ah, à partager? Alors, attends, faut que je réfléchisse une qui soit intéressante. Euh, hmm. Ben, si, en fait, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire justement, je suis sorti de ma thèse. Je finis ma thèse qui est entre la France et les USA. J'avais candidaté à un poste de postdoctorant aux USA. Et il a fallu que je pèse le pour et le contre. Est-ce que je reste aux USA ou est-ce que je rentre en France? J'ai choisi de rester en France. J'en suis très content. Mais je ne sais pas comment aurait été mon futur si j'avais décidé de rester. Et très souvent, je me pose cette question. C'est vrai que je me pose la question, qu'est-ce qui serait passé si j'avais choisi finalement de rester aux USA? Et j'ai des potes qui l'ont fait, hein. J'ai parlé chez enfin, une bonne partie de mes potes qui ont pareil, sont partis aux USA. Maintenant, ils habitent là-bas, ils ont leur famille là-bas, etc. Et je vois qu'ils sont une vie très différente de la mienne, pas forcément mieux ou moins bien, mais très différente. Et donc, c'est vrai que moi, je me pose la question de, effectivement, qu'est-ce qui serait passé si j'avais décidé de rester là-bas et pas rentrer en France? Bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais effectivement, avant, c'était plus facile, en quelque sorte, d'y aller il y a une quinzaine d'années, beaucoup plus simple. Voilà la Et, première qui me vient à l'esprit par rapport à ce qu'on a échangé là. et qu'est-ce qui t'a fait décider finalement de plutôt la France? Parce que c'est vrai que les États-Unis, moi j'ai le souvenir, il y a 15 ans, il y avait le côté très exotique, les GAFA et tout, c'est génial, etc. Alors moi, j'ai pas fait des études dans tout ce qui est ingénieur, mais il y avait cette tendance aussi où ils démarchaient aussi beaucoup de Français. Il y avait, je sais plus le nom, mais euh, la perte des cerveaux, je crois que ça s'appelle, ou un truc comme La ça, fuite ou des cerveaux, la fuite des la fuite cerveaux. des cerveaux, voilà, ouais. Oui, eh ben, en fait, je crois que, bon, on en parlait tout à l'heure des émotions, c'était le côté émotionnel où j'avais effectivement, malgré tout, ma famille, mes amis, mes marques dans le sud de la France. Et je pense que c'est ça, en fait, qui a joué le plus. Ouais. Sur le moment. Effectivement, c'est ça qui a fait déclencher. Je m'étais fait plein de potes aux USA, etc. Mais voilà, c'était des potes que je connaissais que depuis quelques mois. C'est une autre manière de fonctionner, une autre manière de penser, de vivre la vie au quotidien, en quelque sorte. Et ça correspond. Je me suis rendu compte que c'est très bien quand j'y vais, parce que j'y vais très souvent aux USA. Mais voilà, en tant que voyage. Je suis, euh, je suis un garçon du sud de Marseille, j'en suis très content et voilà, je suis très bien dans le sud de la France. Aussi le climat hein, est très bien aussi. Mais voilà, je suis très très bien à ce côté provençal, méditerranéen, dans la qualité de vie, elle est top ici. Et tu sais, oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça rejoint ce qu'on dit sur l'IA. L'émotion reste quand même la Mm, clé dans nos choix. Et tout à donc, fait. ça se voit là. Ok. Et si j'avais peut-être demandé à l'IA, il m'aurait peut-être dit de rester aux USA. Hein. Justement, Oui. si l'IA existait à l'époque, il m'aurait peut-être dit, j'aurais dit, voilà, il y a le pour, il y a le contre, etc. La balance, je pense qu'il n'y a pas les émotions, c'était sûr, je reste aux USA. Sûr et certain. Mais c'est pour ça que c'est bien des moments de poser l'IA pour ne pas perdre ce raisonnement intuitif qu'on a tous. Et parfois, voilà, les réponses, elles sont en nous, elles sont pas dans une source extérieure, IA ou autre, hein, d'ailleurs. C'est ça, tout à fait.
Et si tu avais trois conseils à donner à... Alors, on peut prendre Mickaël, je sais pas, quand introverti ou adolescent, tu lui donnerais quoi comme conseil si tu en avais trois? Hmm. Donc, par exemple, ça peut être un enfant ou pas forcément? Ça peut être un enfant, ça peut être soit ton toi enfant, soit ton toi adolescent. Et dans le but, par rapport à sa maturité, enfin, en tant qu'adulte après, ou pas? Oui, par rapport au parcours que tu as pu avoir. Est-ce que là aujourd'hui, tu aurais Ouais. trois conseils à lui donner? Alors, euh, premier conseil, je pense le plus important, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Si tu ne te fais pas confiance en quelque sorte, ben, il n'y a personne qui va te donner la confiance à part toi-même, hein. Donc, fais-toi confiance, crois en ce que tu fais, etc. Donc, premier truc, ce serait ça, te donner de la confiance soi-même. Deuxième point, ça serait persévère. Effectivement, ça nous arrive à tous dans le côté perso, le côté pro, ben, d'avoir des échecs, d'avoir des réussites, etc. Et c'est qu'avec un côté euh, persévérance, effectivement, qu'on peut y arriver. Et le troisième, qui en fait pour moi, il y en a deux, mais ils sont liés, le troisième point, c'est à la fois le côté croire en tes rêves et sois positif. J'ai tendance à penser que la positivité emmène de la positivité. Et justement, c'est bien d'avoir des rêves. Avant, je n'en avais pas du tout. Maintenant, j'en ai plein. Et justement, d'avoir ce côté imaginatif, rêveur, etc., et positif, c'est ce qui me permet à me pousser vers des éléments sur lesquels je n'aurais jamais pu prétendre avant, d'avoir des opportunités, etc. Énormes opportunités depuis que je suis dans ce mindset-là. Et donc voilà, je pense que le positif emmène le positif et ça va avec la persévérance, ça va avec la confiance et ça va effectivement avec justement croire en ses rêves. Et même si j'ai pas forcément de rêve spécifique, hein, mais voilà, la positivité en fait. Sois positif et ça va aller dans ce sens. Ouais, voir plutôt la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide, quoi. Ouais, alors sachant qu'il y a quelques années, je voyais plutôt la bouteille à moitié Hmm. vide, hein. Mais Ok. j'ai appris justement d'expériences d'une vie personnelle, professionnelle, m'ont appris justement à voir cela. Et ouais, c'est très, très important de voir la vie sous cet angle-là, je pense. Ouais, très chouette, très chouette. Ça rejoint un autre interview qu'on a eu ce matin avec, c'est aussi Fais-toi confiance ou Crois en toi, je me souviens plus, mais c'est ouais, Ah, c'est ça revient. C'est marrant, on fera peut-être un récap de tous les trois conseils que donne chaque personne, parce qu'il y a quand même des similitudes, donc c'est toujours très chouette de voir ce qu'on aurait pu se donner comme conseil maintenant avec notre bien sûr. vécu. Mm. Est-ce que tu as une autre question ou tu veux qu'on passe à la fin, toi, Stéphane? Non, moi c'est bon, on peut passer aux questions que Mickaël a préparées pour nous. Très bien. Alors, on commence par qui? Par Stéphane ou par Euh, effectivement Thomas? j'ai Moi, j'avais préparé des questions. j'ai commencé sur l'épisode qu'on a enregistré ce matin, donc du coup là Ok, je laisse Thomas commencer. très bien. Alors, tu vois, comme tu veux, soit une question, alors d'habitude on tire au sort, je sais pas si tu les as numérotés. Ouais, je les ai numérotés. 1 à Ouais. 6. Eh ben écoute, je vais prendre le numéro 5. 5. Alors, est-ce qu'il y a un sujet ou un type d'invité que vous deux, vous rêvez encore d'explorer, mais que vous n'avez pas encore eu l'occasion de traiter? Question super chouette. Euh, Alors, il y a un invité auquel on a pensé, c'était entre autres David Laroche. Ok, Donc, sacré invité, pas sûr de l'avoir, mais je pense que c'est des personnes effectivement qui sont, c'est aussi notre envie, qui sont expertes sur certains sujets. Mais effectivement, David Laroche est quelqu'un qu'on a déjà évoqué, donc je dirais David Laroche. très bien, très bien, très bien. Et sur quelle thématique précisément tu souhaiterais l'interviewer? Par rapport effectivement à son domaine, mais c'est est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a une sous-thématique ou un angle d'approche qui serait plus intéressant que l'autre? Hmm, J'allais dire un peu son parcours de vie, même s'il l'expose déjà. Ouais, ça peut être aussi comment il voit certainement les choses liées. Moi, j'aime bien l'aspect futur, Ok. lié notamment au coaching, et il est beaucoup dans ce développement-là. Mhm. Voir comment il voit l'approche finalement du développement personnel et du coaching sur le futur. Je pense que ça peut être des. Il y aura un sujet certainement lié à ce qu'il vit, ce qu'il a déjà vécu lui, et peut-être aussi la projection de ce qu'il voit d'ici peut-être 5 10 ans. Ouais, ça pourrait être intéressant sur sa projection, parce que c'est quelqu'un qui est très euh, dans le travail de tout ce qui est formation, psychologie. Enfin, il y a vraiment un axe de développement. Stéphane parlera mieux que moi parce qu'il a fait sa formation, mais
Mhm. que je trouve non, mais très innovateur. On sent qu'il a Ok, vraiment envie d'être innovant, donc ça pourrait être intéressant d'avoir sa vision, effectivement, pourquoi pas du coaching dans 10 ans, quoi. Mm. très bien. Bien, écoute, merci pour cette réponse. Stéphane, est-ce que tu as une idée de chiffre? Ouais, je vais prendre la question 2. Ok. Alors, c'est pas la plus simple, hein. On est d'accord que le nom du podcast, c'est Les Explorateurs. Oui. D'accord. Écoute, selon toi, qu'est-ce qui distingue vraiment, moi j'ai fait le jeu de mots, un explorateur aujourd'hui? Est-ce qu'une question de métier, d'état d'esprit ou de choix de vie? Oh, oh, question très intéressante. Euh, Métier, pas forcément, parce que chaque métier est différent et pas le métier. Je pense que c'était quoi les autres états d'esprit et État d'esprit, attends, j'ai refermé le doc. C'était effectivement, c'était donc, ouais. En fait, en gros, la question est pour toi un explorateur aujourd'hui. Enfin, pour moi, il y avait deux sens. Genre, est-ce que l'explorateur, on va dire qu'on a dans nos souvenirs d'enfants, etc., est-ce que c'est la même définition qu'aujourd'hui? Et en fonction, effectivement, que ça soit, effectivement, bah, soit oui, soit non, est-ce que cette différence-là, elle est due au fait que c'est vraiment une question de métier, d'état d'esprit ou de choix de vie? Mhm. alors j'ai Alors, pas la même définition parce que pour moi explorateur c'était plus dans le sens aventurier ok. quand j'étais petit. En tout cas, c'était la définition que moi j'en avais. Et là, c'est vrai que quand on a créé ce nom-là avec Thomas, et en plus il y a le mot explore avec acteur, donc c'est vraiment pour moi plus l'état d'esprit. On aime explorer en agissant, en fait, en étant acteur de sa propre vie, pas et du monde qui nous entoure, hein. Ce que tu Mhm. partageais tout à l'heure en début de podcast, cet aspect un peu curiosité, tu Ah oui, vois. ok, je Ouais, nous comprends. c'est vraiment comme ça qu'on a construit le nom. On est curieux des parcours, on est curieux de ce qui se passe, tu vois. Là, je suis en discussion avec quelqu'un pour un podcast qui a fait des EMI, des expériences de mort imminente. Et tu vois, moi, aller questionner cette personne-là sur ce domaine, si ça se fait, c'est quelque chose que je vais adorer parce que c'est un côté Non, un c'est peu pas con. surnaturel, c'est un côté peu vécu. Et tu vois, ça permet d'explorer un aspect de la psychologie ou un aspect d'un vécu de quelqu'un où je sais qu'avec Thomas, on va adorer et que les personnes qui vont écouter vont adorer aussi. Donc c'est vraiment, pour moi, l'état d'esprit, vouloir ne pas rester sur ses acquis ou ne pas rester sur ce qu'on sait, mais aller questionner justement ses certitudes. Je Tu vois, comprends, aller questionner ses certitudes, les remettre en question, qu'on soit d'accord ou pas. Après, on a le droit de pas être d'accord, mais au moins bien sûr. écouter et comprendre le point de vue de l'autre. Après, on partage pas, mais tu vois, c'est vraiment ça, aller explorer d'autres horizons. Je comprends. Oui, effectivement, c'est plaisant. Ça permet aussi effectivement de voir. Ouais, je comprends. Ok, top. Voilà. Top, 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 top. Eh ben, Merci moi, pour j'ai ces chaud. deux réponses. Avec plaisir. On en fait une dernière ou pas, Stéphane? En Oui, fonction du timing. Ouais. Bah écoute, je vais choisir la numéro 1. Ok, bah, et je pense qu'elle est simple, mais c'est lié aussi aux explorateurs. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer les explorateurs et comment votre vision a-t-elle évolué depuis le tout premier épisode? Et ben, ce qui nous a donné envie, c'était déjà il y a eu cet aspect binôme assez rapide en fait. On avait chacun l'idée dans notre tête. C'est Stéphane qui m'a fait la proposition. C'était quelque chose que j'avais mis en secondaire. Je m'étais dit, c'est vrai qu'à un moment donné, j'aimerais bien avoir ce côté podcast. J'ai bien échangé, donc voilà, ça a été vraiment la première configuration. Et au début, on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on puisse partager un peu, bah, alors, ce qu'on explore dans le vision de coach, un peu nos visions aussi personnelles, vraiment avoir nos retours. Et ça évolue depuis parce qu'en fait, quand on a intégré la première invitée, on s'est rendu compte que ça apportait vraiment un plus qui était encore différent de tout ce qu'on pouvait faire à deux. Et donc notre Mhm. vision aujourd'hui, ouais, c'est vraiment de pouvoir vraiment, enfin, si on n'est que deux, il y a que deux visions. Et ce qui est bien avec un invité, Stéphane parlait de la personne qui avait vécu des expériences de mort imminente, qu'on ne pourrait pas citer de nous, parce qu'on n'a pas cette expérience-là. Et donc notre vision, vraiment, ouais, je pense que c'est avoir un panel d'invités. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils ont tous des parcours de vie différents et de vraiment de voir finalement ce qui a été difficile, ce qui a été facile, pour voir aussi que tout à l'heure tu partageais le parcours, enfin, le fait que tu étais introverti, etc. C'est vrai, je me dis, s'il y a quelqu'un
qui aujourd'hui est un petit peu coincé, que ça peut l'inspirer. Je trouve ça super chouette. Totalement. Donc vraiment ce côté d'inspiration, d'émulation, et tout en ayant dans ce côté exploration, de découvrir de nouveaux parcours, de choses qu'on ne connaît pas nous-mêmes. Donc nous, ça nous Mhm. apporte, enfin, ça nous ouvre à beaucoup de choses en termes d'apprentissage. Enfin, on est tous les deux très curieux, donc c'est une super source d'apprentissage, quoi. Très bien. Excellente réponse. Et moi, du coup, je vais prendre la question. La 6 n'a pas été prise, hein. Non. Bah Ah bah, écoute, je prends la très question bien. 6 du coup. Eh ben, allez, go. Si tu pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui hésite à sortir de sa zone de confort, Oh, qu'est-ce que ça serait? belle question aussi. Euh, je me souviens, c'était un prof de technologie en cinquième qui disait cette phrase pour les élèves qui hésitaient à lever la main en cours. Il disait Ouais. lève la main, la seule chance que tu as, c'est de donner la bonne réponse en fait. Donc en fait, à quelqu'un qui ose, qui a du mal à sortir de sa zone de confort, ce serait finalement ose. La seule chance que tu as, c'est de réussir. C'est Finalement, ça. réussir, pas forcément réussir le résultat, mais réussir à sortir de la zone de confort. Moi, c'est plutôt comme ça que je l'interprète. Parce qu'effectivement, si on sort de sa zone de confort et qu'on attend un résultat, on n'est pas sûr de l'atteindre. En revanche, quand on sort de sa zone de confort, ou en tout cas qu'on élargit sa zone de confort, moi, c'est plutôt comme ça, je vois. Plutôt que de sortir dans sa zone de confort, on l'élargit. Personnellement, je préfère cette vision-là qui me Ouais, c'est une parle belle plus. vision. C'est une Mais belle vision. la seule chance qu'on a, c'est de réussir à l'élargir en le faisant, en fait, finalement. Pas forcément le résultat Mhm. final, mais d'élargir cette zone-là pour être de plus en plus à l'aise. Donc, ouais, ce serait ose, la seule chance que tu as, c'est d'y arriver. C'est vrai. C'est vrai. C'est une belle vision aussi. Donc, euh, donc ouais, ce serait ça. Ok. Très Je te remercie, Mickaël, pour cet échange vraiment bien. très riche. Franchement, j'ai beaucoup apprécié l'épisode sur l'IA et la place que ça prend de manière générale dans les différents domaines de notre société. Je mettrai tous les liens sur lesquels les personnes peuvent te retrouver en description de la vidéo sur Spotify et du podcast, pardon, de la vidéo sur YouTube et de l'audio Ouais, sur Spotify. très Ton bien. LinkedIn, éventuellement un site internet si tu as, ou toute autre ressource. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, ça va nous aider à la faire grandir surtout. Et puis on vous prépare des épisodes de qualité qui arrivent, comme je vous ai dit, je suis en train de parler avec une personne qui a fait des expériences de mort imminente, donc voilà, on va voir quand ça se sera calé ou pas, mais en tout cas, on essaie de préparer des personnalités avec des parcours vraiment différents et inspirants. Donc j'espère que tout ça va vous plaire. Merci Mickaël, merci Thomas pour ce temps d'échange. Merci Thomas, merci Stéphane. Merci, Mickaël, c'était chouette. Ouais, c'était très chouette. Merci beaucoup, belle journée, et puis je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt! Au revoir.